Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce rendez-vous du samedi, le talk show du samedi après-midi sur la télévision du Monde. Et avec vous, nous ferons le décryptage et le commentaire de l'actualité de la semaine qui s'achève. Une semaine plutôt plus ou moins dense en termes d'actualité, mais davantage, nous aurons à retenir la retraite de la scène politique du chairman du Social Democratic Front, une retraite qui semble être une bonne nouvelle au sein du Social Democratic Front, mais au-delà de tout, il faut le rappeler, ça peut être le début d'une nouvelle ère au sein de l'opposition camerounaise. Dans le même temps, on a enregistré l'arrivée en grande trombe à Tokombé, à l'extrême nord du Cameroun, de Mamadou Mota, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, libéré de prison après avoir passé 1 an et 8 mois, voire 9, dans celui de cette instance juridictionnelle camerounaise et même ce pénitencier camerounais. Autre actualité, crise à la Fédération camerounaise de football, malgré l'appel au ressaisissement du chef de l'État Paul Biya. Ces acteurs ne semblent pas avoir entendu cet appel. Au-delà de tout, et continuent chacun en ce qui le concerne de mener ses batailles. D'ailleurs, mardi dernier à Yaoundé, 2 réunions extraordinaires de l'instance tiers du football ont été tenues, une dirigée par Seydou Mbombo Dioua, le président déchu, mais maintenu à la Fédération camerounaise de football par la FIFA, et d'autre part, le sénateur Albert Bida et son équipe qui ont été portés à la tête de la Fédération camerounaise de football à l'issue d'une assemblée générale de la session de 2009. Que se passe-t-il à la tête de la Fédération camerounaise de football? Devrait-on ou pourrait-on avoir véritablement les championnats tels qu'annoncé en fin du mois de février prochain? C'est également à débat dans le cadre de cette émission. Et puis crise anglophone, pourquoi ce regain de tension? On a enregistré en fin de semaine dernière une tuerie, mieux un assassinat sans pareil de 3 chefs traditionnels. Cet assassinat d'ailleurs a été condamné par la classe politique, par les partis politiques, mais au-delà par les populations qui ne comprennent plus véritablement le sens de la crise anglophone, mais bien plus. On a également noté cette torture d'un élément de rebelle sécessionniste perpétré par les militaires, des policiers et des gendarmes. Ces derniers sont pour l'instant écroués dans la prison de la brigade de Ndou pour une enquête minutieuse commandée par le haut commandement militaire. Nous en parlons également dans le cadre de cette émission de tous azimuts de ce samedi. Puis nous sortirons peut-être, si le temps nous le permet, avec cette actualité autour des mototaximens à Douala. Peut-on véritablement régulariser ce secteur d'activité? On le sait encore, des mouvements d'humains ont été enregistrés à Bonamoussadi, mais également du côté de Yassa, à l'initiative de ce mototaximan qui refuse de présenter les pièces à eux exigées conformément aux règlements et aux lois en vigueur au Cameroun en termes d'activité ou alors de gestion de cette activité de motocycle à titre onéreux. D'ailleurs, c'est un décret du Premier ministre chef du gouvernement de 2008 qui organise ce secteur d'activité. Mesdames et messieurs, voilà les sujets qui pourraient être débattus dans le cadre de cette émission de tous azimuts ce samedi. Le programme se veut être interactif. 696 14 03 12 696 14 03 12 ou alors vous pouvez également participer à travers LTM TV officiel, notre page Facebook, à partir de laquelle vous pourrez justement débattre avec nous dans le cadre de ce programme du samedi après-midi. Ils seront des acteurs à nous accompagner ce samedi après-midi. Parmi eux, des acteurs politiques, mais avant, prenons ce break et on se retrouve après pour la présentation de notre panel. Des acteurs politiques triés sur le volet. Et parmi eux, le sieur Paul Valéry Djoko est avec nous. C'est un acteur politique. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vos téléspectateurs et merci pour l'honneur que vous faites. Merci de nous convier à votre émission. Merci à vous, Paul Valéry Djoko, d'être avec nous dans le cadre de cette émission sur la télévision du Monde. Notre acteur politique nous accompagner, notamment le sieur Laurent Djikan. Bon après-midi.
Bon après-midi et bonsoir aux autres membres du panel et surtout bonsoir aux téléspectateurs qui regardent l'émission en ce moment. Merci à vous, Laurent Djikam, d'être avec nous dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision, sur la télévision du monde. Notre acteur politique, lui, nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un cadre dans cette formation en politique. Il est également un chef d'entreprise. On n'aura pas peut-être la chance de parler de cette concertation, mais il y a Douala par le directeur général des impôts. On parlera davantage de politique cet après-midi. Lui, c'est le docteur Edouard Fauchivé. Bon après-midi à vous, docteur Fauchivé. Bon après-midi à vous et bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous écoutent cet après-midi. Merci de nous faire l'honneur et le plaisir de nous accompagner cet après-midi. Ce n'est pas toujours la possibilité de vous avoir, mais on connaît vos occupations. Merci d'être avec nous et de nous enrichir le débat également. Autre acteur politique, cette fois-ci, il a quitté définitivement l'UDC, il a rejoint le rang de l'AFP. Lui, c'est Paul Eyoum. Bon après-midi, Paul. Bon après-midi Frédéric, merci une fois de plus d'avoir conduit l'AFP à ce débat. Je dis bon après-midi à tous les millions de spectateurs de cette émission, et particulièrement aux militants de l'AFP qui préparent la convention à venir. On attend définitivement cette convention pour savoir qui prendra les rênes du parti quand on sait que l'ancienne présidente a claqué la porte. Tout à fait. Donc actuellement nous sommes en préparation de la convention. Elle aura lieu dans les prochains mois. Il va falloir élire un nouveau bureau national à la tête de l'AFP. Alors on reste avec vous pour davantage nous intéresser à l'actualité. L'arrivée de Mamadou Mota à Tokombéré dans son village natal, une arrivée plutôt triomphale, saluée par la population qui a même pour la plupart s'est fortement mobilisée pour dire l'enfant prodige est enfant de retour. Est-ce qu'on doit pouvoir considérer ce retour-là comme étant celui d'un enfant prodige? Oui, on peut le considérer ainsi parce que Mamadou Mouta, pour ceux qui ne le savent pas, a toujours été très populaire de ce côté-là. Il a fait toutes ses classes politiques jusqu'à ici au poste de premier vice-président national du MRC. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup ont dit qu'il faisait ombrage au président de l'Assemblée nationale et qu'en cas de compétition électorale, il mettrait sérieusement en difficulté l'honorable Kavaye Djibril. Donc ce n'est pas une surprise si on a vu des personnes qui sont venues pour son retour, qui sont venues massivement pour son retour. D'ailleurs, c'était attendu là-bas puisqu'il est de ceux qui sont restés en prison après la sortie de M. Kamto et compagnie. Lui, il est resté en prison parce qu'il y avait une mutinerie en prison pour laquelle il a été accusé et même condamné. Il a purgé sa peine aujourd'hui, il est libre et c'est une joie immense pour les populations de Tokombé de voir un de leurs fils revenir à la maison. Et je crois pour ma part, pour le connaître un peu, puisqu'on a eu à se côtoyer par le passé, je crois pour ma part que Mamadou Mouta sait ce qu'il fait et c'est ce qu'il doit faire pour l'avenir. Alors Mamadou Mouta sait ce qu'il fait pour l'avenir, mais davantage, quel peut être l'impact d'un retour comme celui-là au sein des rangs de la formation politique, le MRC, mais bien plus auprès de cette circonscription politique qu'est l'extrême nord du Cameroun? Oui, je tiens déjà à faire un clin d'œil, n'est-ce pas, à notre vice-président, Mamadou Mouta, qui a été béni notamment de Kondengui. Mais je salue déjà sa bravoure, n'est-ce pas, la ténacité qui l'anime, l'engagement politique dont il fait montre jusqu'ici. Alors, c'est pas un secret, comme disait mon coppanéliste tout à l'heure, Paul Eyoum, c'est pas un secret. Mamadou Mouta est aujourd'hui dans l'extrême nord Cameroun le principal opposant, le principal challenger, n'est-ce pas, le président Kavaye Djibril, donc le président de l'Assemblée nationale. Voilà, et pour cela, ça lui a valu alors toutes ces injustices qui l'ont amené à rester 2 ans derrière les barreaux. Donc ceci dit, c'est pas une surprise, n'est-ce pas? Et il faut noter aussi que c'était une promesse du président Kamto
Maurice Kamto, qui avait été en prison dans pratiquement la suite de Mamadou Mota, est sorti. Pourtant, il avait déclaré au effort qu'il ne sortira pas tant qu'aucun militant est encore maintenu en prison. Il est sorti avant, Mamadou Mota y est resté. Est-ce qu'il n'a pas d'abord trahi la parole de Mamadou Mota? Il n'a simplement que bénéficié des circonstances de la procédure pour aujourd'hui le présenter comme un trophée de guerre auprès de cette population-là. Je ne sais pas si une telle déclaration avait été dite par le président Maurice Kamto. Si d'aventure elle est vraie, il faut mettre ça sur le coup de la communication politique. Et je pense que M. Kamto n'est pas ministre de la Justice, n'est pas régisseur, ce n'est pas à lui de décider qui doit sortir de prison, quand et à quel moment. Je pense que une telle déclaration était une forme de pression qu'il fallait exercer sur le gouvernement pour que ceux qui étaient maintenus injustement en prison puissent bénéficier également de la geste au même titre que le professeur Kamto. Est-ce qu'il a trahi Mota? Non, il n'a pas trahi Mota, puisque le fait pour lequel Mamadou Mota s'est retrouvé derrière les barreaux, du moins a été maintenu derrière les barreaux, n'avait rien à voir avec les faits pour lesquels M. Kamto était en prison. Mamadou Mota a été maintenu en prison davantage pour les faits de mutinerie qui ont été attribués par la justice camerounaise. Donc c'est sur la base de cette condamnation que Mamadou Mota s'est retrouvé à faire plus de temps en prison que le président Kamto. Donc, dire que le président Kamto a trahi Mamadou Mota, je ne pense pas qu'une telle déclaration puisse avoir tout son sens. Donc il ne faudrait pas, sur la base d'une déclaration politique, vouloir créer la confusion où il n'y en a pas. Alors, y a-t-il confusion ou pas? Aujourd'hui, peut-on penser que Mamadou Mota, dans sa posture, dans le libre, et de pouvoir jouir de sa possibilité d'aller devenir, va remuer ses terres dans l'extrême du Cameroun et mettre en difficulté le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Je ne voulais même pas répondre à ça. Cette mobilisation ne m'inspire pas, dans le cadre politique. L'expression de mobilisation se transforme toujours, devrait se transformer en masse électorale. Je voulais d'abord faire rapidement un point. Vous avez présenté vous avez présenté les autres, mais je ne sais pas de quel parti politique. C'est exprès que vous avez fait ça. Vous avez pas. C'est parce que vous appelez exprès. Oui, mais vous avez aussi resté loyal et rester sincèrement. La question est de savoir si M. Mamadou Mota, d'abord je voudrais être en mal, on va pouvoir y revenir après. Oui, mais c'est. Non, c'est moi qui fais le débat et c'est moi qui fixe les conditions du débat. Est-ce que Mamadou Mota met en mal la poursuite du RDPC quand on sait par exemple que, et pour lui l'a rappelé, l'honorable Cavalier Guédibri est aujourd'hui fébrile, n'a plus la force politique qu'il avait hier, donc ne peut plus forcément être le même face à un jeune Mamadou Mota dans l'angle sur le terrain. Ça c'est la question. Vous savez, je vais dire simple, j'ai déjà dit, la mobilisation, la masse électorale de mobilisation doit se transformer en une masse électorale. Lorsque j'ai dit ça, vous venez avec les équations mathématiques, vous allez ressortir cette formule. Alors, je ne comprends pas si on n'a pas besoin de parler de fébrilité du président de l'Assemblée nationale. Il y avait l'élection couplée, il aurait pu montrer cette force. Là, s'il était allé à l'élection présidentielle et qu'il avait battu le président de l'Assemblée nationale, ça aurait été quelque chose. Mais je voudrais, en termes de résultats politiques, puisque je ne fais pas la rue, vous savez, le RDPC n'est pas un parti de rue, c'est un parti, si vous voulez, de masse électorale. Il me souvient qu'il y a eu une élection présidentielle avant et que le MRC a participé à l'élection présidentielle. Le résultat à Toukumbéré n'a pas donné le MRC vainqueur. Je m'arrête là pour dire, donc faites très attention à ce que vous dites. Il me souvient encore une fois de plus que un jeune homme politique a mobilisé plus de 25 000 personnes à un stade de Sikam pour lancer sa campagne électorale de la présidentielle. Mais son résultat dans le département du Vouri particulier, Douala 5e, n'était pas favorable à ces 25 000. Faites très attention à ce qu'on appelle la masse de rue qui ne se transforme pas en une masse électorale. Donc quand je dis ça, je dis, nous sommes aujourd'hui dans une phase aujourd'hui de démocratie, de participation,
et la démocratie de rue me gêne. Je pense que nous pouvons faire appel à beaucoup de partis politiques. D'ailleurs, le premier point aujourd'hui, c'était par rapport au chairman. On va évoquer la question du chairman. Vous comprenez le passage, l'idée aux années de Braise, un grand parti, un parti qui s'est montré mobilisateur de rue, qui au fur et à mesure où l'évolution politique nous a menés sur le chantier de la participation, se trouvait complètement dégradé. Justement, sur la question du chairman John Fondji aujourd'hui, est-ce que sa retraite politique, de la scène politique, sonne le glas de plusieurs autres acteurs d'un certain âge? Vous savez, je vous comprends, vous êtes un journaliste. Mais j'aurais voulu mettre derrière cette expression de journaliste politique. Vous savez, il y a les journalistes politiques, économiques, sportifs. Vous voulez dire que je ne suis pas journaliste politique? Vous n'êtes pas journaliste politique. Mais excusez-moi. J'ai dit déjà, à travers, vous voyez que ça vous émue lorsque vous voyez une masse dans la tenue, c'est le tirer de verre de votre nez. Mais sauf est-ce que ça met en main le RDPC qui aujourd'hui a un président qui a un âge assez avancé, et à côté le chairman qui lui dit 80 ans bientôt, je préfère me retirer et rester en place à la jeunesse. Alors mon cher, je vais dans vos points politiques. La politique, aucune constitution, surtout la nôtre, n'a pas de lignée d'âge. D'abord un. Et de deux, je commence d'abord par féliciter l'homme politique. Le féliciter pas à cet instant précis. Je voudrais féliciter le président John Fondji dans les années 90, d'avoir avec le président, mon ami du Manidem, Anissé Kane, et les autres, pensaient à un moment donné qu'il était temps de passer à l'autre bord. Et lorsque nous disons ça, nous disons il fallait quelqu'un de courageux, et John Fondji était devant. La preuve, c'est que de 90, et là maintenant je parle parce que tous ceux qui sont autour de la table n'ont pas eu à vivre cet instant, même s'ils ont eu à vivre, ils n'étaient pas des acteurs. Nous étions des acteurs. Et nous pensions, moi particulièrement, je venais de rentrer, j'avais un an au Cameroun, et je ne voyais pas la démocratie, le multipartisme comme un vecteur politique. Et grâce à ces hommes politiques aujourd'hui, Henriette et Koué, dont les autres, nous avons aujourd'hui cette plaquette, et cet homme a porté, dans chaque sortie de cet homme, il a pu montrer que le Cameroun était dans un série de changement. Mais maintenant, quand on est ce genre d'homme politique, il faut savoir lire le cadre politique. Alors, qu'on puisse normalement mettre le Cameroun sur l'échiquier du multipartisme et d'une démocratie forcée, et que ça arrive, et que on devient un leader incontesté de l'opposition, mais par contre, qu'on voit comment le parti est en train de décroître dans sa fonction et ne pas prendre des décisions en ce temps, là il n'a été pas un homme politique, et j'ai compris pourquoi. J'ai compris qu'il était exactement comme les responsables politiques de l'heure, ceux qui, dans la nuit, sont des grands hommes politiques, mais le jour, ils n'apportaient rien à la constitution du pays. La preuve, je chute par là, c'est que ce n'est pas le John Fondji des années 90 qui est en train de laisser l'échiquier politique. C'est parce qu'il est contraint d'abord par aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire, pas l'adéquation, mais le cadre, la démystification politique. Donc son parti est dans une situation de dislocation. D'accord. Que aujourd'hui, s'il reste au niveau de la tête du parti, il deviendra plutôt très mal vu et préfère donc se dire, la preuve, vous avez vu l'élection présidentielle, ce que ça a donné. Même s'il se présentait aujourd'hui à une présidentielle, il ne peut pas traverser le cap de Seine. Alors, quel est l'enseignement que vous tirez de cette retraite, Paul Valéry, de John Fondji, le chairman du SDF? Oui, je vais embrayer sur les propos de mon doyen, le docteur Edouard Fauchivé, en disant, quand je l'ai entendu dépeindre
la mise en retraite de John Frondi, j'ai pensé un petit peu à son champion. Bref, ce que je voulais dire, c'est John Frondi reste quand même le président d'honneur du SDF. Voilà, donc il n'est pas complètement sorti du champ politique. Ça, c'est ce qu'il faut relever aussi. Qu'il prenne sa retraite aujourd'hui, sinon, pourquoi il n'a pas pris sa retraite depuis 90, comme voulait nous faire croire Edouard Fauchier, c'est quand même une leçon à donner. C'est vrai que on peut estimer que c'est un petit peu tard, mais c'est toujours bien de pouvoir se retirer, n'est-ce pas, de son plein gré. Quand bien même on se sentirait fatigué, quand bien même on se sentirait diminué, ou quand bien même on se sentirait, ma foi, plus d'aucune utilité dans la conduite des affaires d'un parti politique. Voilà, je pense que le RDPC aussi devrait s'en inspirer, voilà, surtout au niveau de leur champion. Par contre, le SDF aujourd'hui, qui est une force d'opposition, voilà, montre aux Camerounais qu'on peut être à la tête d'un parti, fonder un parti, mais se mettre en retrait. Ça veut dire, aujourd'hui, il faut savoir que la sagesse impose à John Frondi de se mettre en retrait et de pouvoir conduire, ou alors, comme on dit, orienter la jeunesse de son parti. Voilà. Paul, comme il y a deux Paul sur le plateau, Paul et Youm, pour ce qui est de cette sortie de Ni John Frondi, quel enseignement est-ce que vous ferez la langue de bois comme le RDPC qui veut nous faire croire que c'est mal placé que de penser que l'âge peut être un handicap au niveau de l'échiquier politique, donc peut-être il faudrait penser à se retirer. Mais au-delà de cela, le SDF aujourd'hui n'était-il pas obligé de laisser partir de John Frondi? Déjà, je salue l'homme politique, le président John Frondi, qui a marqué l'histoire du Cameroun. Si on parle du multipartisme au Cameroun, s'il faut citer un acteur, ce serait d'abord le président John Frondi. Tout simplement parce que c'est celui-là qui a porté, il n'était pas le seul, il y avait Dr Adamu Damdje, il y avait plusieurs, mais c'était celui-là qui était la tête de proue, qui était la tête de proue, de ce retour au multipartisme de l'opposition. Et quand il y a un lycée, avec les points sont ceux qui ont fait ce travail. Vous savez que l'histoire a toujours plusieurs versions. Cela n'empêche qu'au présidentiel de 92, nous savons qui étaient les partis politiques majeurs et l'IDC en faisait partie. À sa tête, il y avait M. Adamu Damdje. C'est l'histoire, on ne peut pas la changer. Maintenant que j'ai salué le président John Frondi dans son parcours politique, je crois sincèrement il était temps pour qu'il s'en aille, tout simplement parce que le SDF aujourd'hui a besoin d'un nouveau souffle. C'est une réalité, on ne va pas se mentir. Le SDF aujourd'hui, on constate tous, sauf ceux qui sont de mauvaise foi, on constate tous que le SDF cherche une nouvelle voie, parce qu'on parle de deux tendances aujourd'hui dans le SDF qui doivent décider le nouveau cap à fixer pour le parti. Donc, John Frondi a voulu laisser la place à cette nouvelle jeunesse-là de prendre la tête du parti. Il a décidé de démissionner. Donc, il veut laisser la chance au SDF de se renouveler. Mais aussi, le président John Frondi envoie un message fort. Il envoie un message fort au président Biya. Il envoie un message fort à M. Gaga Amanadi et tout le reste de sa génération. Il est en train de leur dire, nous avons fait notre temps, nous avons donné au Cameroun ce que nous avons pu. Et il est temps que nous essayons aussi de laisser d'autres continuer à bâtir ce pays. Parce que nous avons déjà assez donné, nous avons atteint un certain âge. Et j'invite M. Fauchier d'ailleurs à exiger le congrès du RDPC. Nous sommes en 2021, il n'a pas eu en 2016, donc il devrait avoir lieu en 2021 et qui disent à M. Biya, faites comme M. Frondi. Vous voyez que l'opposition est en train de nous donner une leçon. Dans l'opposition, une démission, même étant président fondateur de son parti, pour laisser la place aux jeunes. Vous aussi faites pareil parce que le Cameroun ne va pas rester seulement sur le président Biya. Le Cameroun doit continuer et c'est avec ces jeunes. Laurent Djika, sur cette question du chairman John Frondi. Je ne veux pas déroger à la règle, je veux tout naturellement saluer le parcours de l'homme politique, M. John Frondi. Maintenant, est-ce que la question de son retrait devait se poser en termes d'âge ou bien en termes d'insatisfaction politique? D'insatisfaction politique davantage. Davantage. Moi, je pense que c'est beaucoup plus au niveau de l'insatisfaction politique parce que si vous regardez les élections auxquelles M. John Frondi a participé, les résultats sont allés de manière décroissante.
Pour un homme d'honneur, je pense que les British sont des gens, les hommes d'honneur, je pense que pour un homme d'honneur, il s'est posé la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer dans un combat où je ne réalise pas les performances espérées, attendues. Je pense que c'est beaucoup plus à ce niveau qu'il faut interpréter la sortie de M. Froundi. Je vais faire une petite parenthèse. Je crois savoir, sauf si je n'ai pas le même niveau d'information que les autres, que M. Mijan Froundi a décidé de ne plus être candidat à une élection présidentielle et non se retirer de la vie politique. Je pense que cette précision est en fait très importante. Ça veut dire que l'homme politique reste là et il va continuer à être le faiseur de roi au sein de son parti. Ça, c'est malheureusement une tendance que nous avons dans notre échiquier politique national où les présidents fondateurs ont tendance à se comporter comme des propriétaires de leur appareil. Donc c'est leur chose, donc c'est un peu le petit regret qu'on peut avoir, mais c'est compréhensif. Je pense que à voir comment les différentes tendances se comportent au sein du EDF, il ne faudrait pas vite laisser la place à ceux qui se réclament comme les héritiers de Froundi, parce que pour la plupart, le parcours, bien le pedigree ou bien le background politique ne plaît pas en leur faveur. Je ne vais pas manquer de respect pour qui que ce soit, mais quand vous prenez M. Joshua, pour la première fois qu'il participe à une élection présidentielle pour un jeune, et on est d'accord que la majorité électorale au Cameroun est constituée à plus de 60% de jeunes, M. Joshua a eu un résultat de plus lamentable que mon Froundi au pire de sa performance politique. Il faut s'interroger sur, effectivement, est-ce que la question du jeune est la solution, la panacée pour le problème politique? Je pense que ce n'est pas, ça le véritable problème. Est-ce que M. Lintu, en l'état actuel, puisque c'est aussi un meneur du tendance, est-ce que M. Lintu, à l'état actuel, peut porter ce SIF d'antan? Oui. Sur le discours ferme, jusqu'au boutiste, oui, il a cette âme de dire en lui. Mais à côté de ça, est-ce que la capacité de médiation, la capacité d'un politique à écouter, à discuter, à s'associer avec les autres, est-ce que M. Nietzsche a ces atouts-là pour pouvoir... Parce que là, je peux être d'accord avec M. Fouchivé, on est dans un environnement où la politique doit plus être une sorte de rapport de force brutal où c'est ça ou ça casse. Donc on est dans une logique où il faut se parler. Moi, je pense que c'est vers où il faut aller. Et malheureusement, l'environnement n'est pas propice. Mais c'est ce vers quoi les hommes politiques doivent travailler, c'est-à-dire créer un environnement où les hommes politiques ne se considèrent pas comme des ennemis. Le mal qu'on a dans ce pays, c'est que pendant longtemps, on a l'impression que les hommes politiques sont des ennemis. Si on voit sur la même table M. Foutu et M. Kanesse, on a dit que c'est une trahison. On ne peut pas comprendre que c'est deux qui se vouent, certains haine sur le plan politique, puis sur le rencontrer. Je pense qu'il faut démystifier la politique et ramener la politique à sa plus noble expression, c'est-à-dire associer les hommes, discuter et penser le bien. Maintenant, il faut reconnaître que Froundi a travaillé. S'il décide de ne plus être candidat à l'élection présidentielle, il y a certainement des raisons qui militent à cela. L'âge que M. Froundi a, c'est un état de santé. Vous savez qu'il a fait pratiquement 1 an hors du pays pour des raisons de santé. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il estime qu'il ne peut plus. Peut-être pas assez dit. Le code électoral camerounais, ça il faut le reconnaître, le code électoral camerounais ne favorise pas que la compétition soit celle. À un moment donné, on peut se lasser. Je pense qu'il y a un peu de la lassitude dans l'attitude de M. Froundi. Merci beaucoup à vous pour ces contributions. Je ne permettrai rien du tout. On va prendre le deuxième sujet parce que le temps également, s'il vous plaît, le temps également imparti à ce programme à court, Dr. Fouchivé. Donc on va devoir courir avec ce temps-là et essayer de le respecter au maximum. La deuxième thématique, je reste avec vous, le handicap, porte sur la crise au sein de la fédération camerounaise de football. Paul Biya a parlé le 10 février dernier, il a appelé les acteurs au ressaisissement. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, après ce discours, qu'on est dans le ressaisissement? On est plutôt dans un bordel. Il faut s'il vous plaît, votre expression. Oui, je m'excuse, mais il faut appeler chaque son nom. On est dans un... Je ne vais pas continuer à multiplier les expressions. On est dans une confusion totale. On n'a pas l'impression que nous sommes dans une république et que la parole du président a encore tout son pesant, a encore toute sa force. On ne peut pas comprendre que le chef d'État, dans une adresse, appelle les acteurs à se ressaisir et que c'est à la suite de cet appel-là qu'on assiste à un brouhaha qui ne dit pas son nom. C'est à se demander si les gens de la Fédération Cameroun de football sont des super, ou bien c'est un État dans un État. Moi, j'aurais dit sur l'une de mes publications sur ma page Facebook que la Fédération exerce sa compétence dans un territoire défini qui est la République du Cameroun. Donc, tout ce désordre-là ne saoule pas seulement ces gens de l'Afrique, ça saoule l'État du Cameroun. Donc, il est impératif que l'État du Cameroun prenne ses responsabilités, oblige
mieux, je me sens entre guillemets, oblige au mieux ces acteurs-là à se ressaisir. Il ne suffit pas de dire dans une communication qu'ils doivent se ressaisir. Qu'est-ce que depuis le gouvernement a fait pour que les acteurs se ressaisissent? Est-ce que le ministre des Sports a convoqué les différentes tendances, leur fait asseoir, leur fait valoir l'honorabilité du Cameroun et faire stopper, tout à l'heure quand on est en transition, on apprend encore que la FIFA vient de reconnaître M. Sédou Momoja comme le président de la FECAFOOT. On a de l'autre côté les décisions du TAS. Finalement, on se demande qui décide du football. Est-ce que le Cameroun va être victime d'une mafia internationale? C'est la question fondamentale. Est-ce que nous allons accepter que les intérêts prennent notre pays comme otage au point de nous humilier à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe que pour des simples tests d'une association qu'on utilise pour les intelligents, qu'on n'arrive pas à une solution idoine? De deux choses l'une. Soit le gouvernement est complice de ce désordre, c'est-à-dire le gouvernement tire des prébendes, retire des dividendes de ce désordre-là, soit le gouvernement est incapable. Et si le gouvernement est incapable, c'est suffisamment assez grave. On se demande si on est encore en République. Alors, pour sur cette question, pourquoi les acteurs ne veulent pas se ressaisir? Les affaires de la FECAFOOT, vous savez, ça ressemble à certaines affaires du gouvernement camerounais. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut même pas expliquer. Il y a eu le président Iya Mohamed, beaucoup de gens ont critiqué, ils ont tout dit, mais finalement, on regrette même l'époque du président Iya Mohamed. Parce qu'au moins, sur le président Iya Mohamed, il n'y avait pas tout ce Capharnaüm. Iya Mohamed était déchu, il allait en prison pour les affaires que nous connaissons. Vous avez monsieur, comment il s'appelle encore, Tombi Aroko, qui est arrivé. Après, on a dit non, on a mis un comité de normalisation, le professeur Joseph Ouna, on a fini au comité de normalisation. Il y a eu Tombi Aroko, puisqu'il était d'abord là en tant que successeur d'Iya Mohamed, ils sont revenus aux affaires. On a annulé l'élection, on a mis un nouveau comité de normalisation, Maître Dieudonné Api, on a organisé une nouvelle élection, on a monsieur Dieudonné, monsieur Cécile Boumoudia est arrivé, on annule encore l'élection. Ça veut dire que le problème il est en amont. C'est pour ça qu'il faut écouter attentivement monsieur comme monsieur Abdourahmane. Parce que depuis les premiers instants, il nous a dit, voici les tests de la FECAFOOT, ce que ces gens sont en train de faire, nous allons revenir à la case départ. Et vous voyez que nous sommes pratiquement à 10 ans dans le football camerounais où à la tête de la FECAFOOT, on n'arrive pas à avoir un exécutif stable. Concernant la FIFA se comporte comme ils ont trouvé au Cameroun. Ils ont trouvé que c'est un pays où chacun fait comme il veut, ils ne respectent pas les lois. Il y a eu beaucoup de problèmes de fédération ailleurs. Mais vous, je n'avais jamais entendu la FIFA a contredit le TAS. Ici, vous avez les juridictions camerounaises qui ont rendu des verdicts, non seulement en interne, dans les ligues, etc. Ils n'ont pas respecté les décisions juridiques, les juridictions camerounaises. On a le niveau international, bien dit, même si Tombi Aroko, c'est le même cinéma qui est en train de prendre. On a le niveau des juridictions internationales. Le TAS a rendu son verdict. On a dit, M. Boumboundjoa, votre élection est annulée. La FIFA dit qu'elle reconnaît M. Boumboundjoa. Donc la FIFA va en contradiction contre le TAS. Ça veut dire que la FIFA a décidé de faire comme le Cameroun, elle fait comme elle veut. Malheureusement, la FECAFOOT, comme Laurent Dubois du Canada dit, la FECAFOOT est dans un territoire bien circonscrit qui est l'État du Cameroun. Et il dépend maintenant de l'honneur de l'État du Cameroun de dire nous ne pouvons pas accepter non seulement que les dirigeants de la FECAFOOT font d'abord comme eux veulent. Ensuite, la FIFA vient maintenant nous imposer des choses alors que le TAS, qui est l'organe juridictionnel le plus haut placé, a pris la décision que M. Boumboundjoa ne peut pas là. Donc nous sommes là une fois de plus dans un nouvel épisode de la FECAFOOT. On va aller mettre peut-être un nouveau bureau. Si on reprend encore les mêmes acteurs, dans les mêmes conditions, nous aurons encore les mêmes résultats. Et jusqu'au jour où on va décider d'éradiquer complètement le Cameroun des compétitions internationales, je crois que c'est à ce moment-là où nous allons prendre ce problème au sérieux. Moi, je souhaite juste qu'on respecte les tests de la FECAFOOT, qu'on mette un exécutif en place comme il se doit conformer aux tests pour que le Cameroun ait pu être ridicule. On a gagné la CAN 2017, on avait un bureau on avait un comité de normalisation, on avait un bureau qui était illégal, etc. On ne peut pas passer le temps à être dans l'illégalité, ça ne nous honore pas. Alors, est-ce que véritablement Paul Biya a parlé avec suffisamment de fermeté pour éloigner toute possibilité de Capharnaüm, comme on dit aujourd'hui? Alors, nous sommes dans une république où on ne sait pas, j'entendais le handicap dire tout à l'heure, est-ce que la parole du président Biya vaut encore son pesant d'or?
Je suis tenté de répondre de manière triviale en disant tout simplement non. Puisqu'on observe, après la sortie du chef de l'État, on assiste une fois de plus à une guéguerre de bisbilles entre anciens copains. Voilà, parce qu'il faut le dire, hein, tous tournent toujours autour, c'est les mêmes qui tournent autour de cette même FECAFOOT là. Hier, Abel Bida, qui était le président du CA, du conseil d'administration, et qui a bien travaillé avec Seydou Mbombo-Dioa. Voilà, donc on est tenté de croire que les affaires du Cameroun se conduisent comme un bateau qui navigue à vue, quoi. Je veux dire, aucune orientation, aucune discipline. Sinon, comment croire que on a aussi un intervenant hein, dans cette chose-là, le SGPR, voilà, qui a intervenu, qui dit une chose, mais son président dit autre chose. Donc, il dit une chose, son patron dit autre chose. Donc, pendant qu'il est en train de dire, voilà, on doit suivre les tests, son patron dit, asseyez-vous, vous discutez. Mais même ça, alors, je pense que la cacophonie naît du fait que ce soit tous, hein, excusez-moi le terme, tous des incapables. Donc, incapables de manager quoi que ce soit. Voilà, on parle du foot, on parlera aussi des marchés publics, on parlera de la gestion de crise, on parle rien. Il n'y a aucun, demandez à ce gouvernement-là, quel est le tableau de bord? Où est-ce que vous voulez mettre le football dans 5 ans? Incapable de vous dire. Mais si vous voulez savoir qui va être président l'année prochaine, on va vous donner une pléthore, on va vous citer une pléthore de candidats. Tout simplement parce que si les pouvoiristes, ils veulent le pouvoir pour le pouvoir. C'est à l'image du RDPC. Le gouvernement camerounais est assis là, ils veulent le pouvoir pour être seulement assis, on dit ministre, président. Donc pour revenir à la FECAFOOT, nous tous, nous sommes chagrinés de voir le Cameroun se donner autant en spectacle. Hein. Vivement, on va encore croire que c'est possible. Hein. On essaye d'obtenir une lueur d'espoir. Vivement que le président Biya prenne son bâton de commandement. Oui, voilà. Qu'il recadre, n'est-ce pas, et qu'il amène tous ses collaborateurs à un peu plus de respect des institutions. Alors, devrait-on assister à cette concertation, à cette double concertation de Yaoundé du mardi dernier, où à la fois, c'est Mbombo-Dioa a tenu des réunions avec le président des clubs, d'autre part, c'est le sénateur Abel Bida qui était aux commandes. D'ailleurs, il faut rappeler que sa conférence de presse a été stoppée net par les éléments de force de défense et de sécurité qui sont allés lui rappeler qu'il n'avait pas la qualité de pouvoir siéger au nom de la Fédération camerounaise de football. Pourtant, les communiqués finaux des deux réunions sont sous l'entête de la Fédération camerounaise de football. Finalement, à quoi est-ce qu'on nous sert? C'est ça le football camerounais aujourd'hui? C'est la physionomie politique du Cameroun. Organisé par le RDPC. Non, même pas du RDPC, c'est justement ça. Je dis, je le reprends. C'est exactement ce qu'il a dit. Nous sommes. Vous avez des partis politiques aujourd'hui, si vous leur demandez pourquoi est-ce qu'ils sont nés, ils ne vont absolument rien vous dire, ils vont vous dire une seule chose. Arrivé à étudier. L'UDC dont ils sortent là, d'où ils sortaient là, ils ont créé un truc à Fouba là. Le quartier où les résidents d'Andja s'appelle Étudier. Je ne sais pas si c'est pas moi qui t'avais reçu. Le quartier où il est là, Jiva, et le réseau Étudier, ça veut dire que lui, il va arriver à Étudier. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression, lui qui comprend parfaitement ce que je dis. Donc, si vous demandez aujourd'hui au MRC, à l'UDC, comme il est plus l'UDC, à l'AFP, tout ça, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Chef présidentiel. Et après, chef présidentiel, c'est pour nous le prendre pour dire que non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit aujourd'hui, je vais vous donner une image pour que vous la gardez. Le Maroc qui vient d'être déclaré champion du Chan, vous savez qui est le président de la Fédération marocaine de football? Il a été nommé. Je le prends pour vos téléspectateurs, il a été nommé.
Mais quand c'est au Cameroun, on dit qu'il faut les rire. Est-ce que c'est la même fédération qui, en amont, il y a la FIFA, avec le taxe. Mais chez nous, pendant 10 ans, comme on m'a dit, on nous impose des élections avec des dysfonctionnements connus. Aujourd'hui, il y a une seule solution. Puisque vous aimez trop le RDPC, et on a cette chance de diriger notre président qui dit à la FIFA que les autres pays, ici, le Maroc, ont nommé leur président de la fédération et ça marche. Au Cameroun, je vais nommer, s'ils refusent, le Cameroun sort de ce concept pour mettre sur pied maintenant une politique. L'Angola l'a fait avec le basket. L'Angola a été pendant 5 ans champion africain de basket. Donc, on peut sortir du domaine du football, de la fédération, parce que derrière ça maintenant, puisqu'il faut parler politique, la FIFA aujourd'hui est un instrument de déstabilisation de la politique camerounaise. Vous savez, c'est bien beau de faire l'année et s'arrêter un coup de route. Il faut aller au fond de votre développement. Comment pouvez-vous accepter que pendant 10 ans, les mêmes problèmes reviennent et on est incapable de trouver des solutions? Non, aujourd'hui, la FIFA, avec celle que Dikandé le dit, la FIFA vient de démontrer le 19 février que ce n'est pas le problème du président de la FECAFO qu'on cherche. C'est étudié, comme le MSC, comme le l'UDC. C'est étudié qui sont à la recherche de l'étudier. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment le tribunal arbitraire de sport, organe suprême, peut vous dire je ne veux pas de nous. Le FIFA vous dit et vous restez là en attendant. Ça se fait rien qu'au Cameroun. Ça ne se fait pas jamais ailleurs. Et donc c'est pour ça que je partage ce que vous avez dit. Que le président de la République, le gouvernement, reste au centre de cette chose. Et ouvre les yeux politiques. Parce que, comme Batassi avait commencé, et que nos frères du Nozo sont partis, c'est comme ça que derrière le football, bientôt vous allez suivre qu'un candidat footballeur est déjà là. C'est comme ça que ça commence. C'est ça. J'ai fixé mon regard. C'est comme ça qu'on place les pieds. Vous pouvez rire aujourd'hui. Mais un jour vous allez dire que votre nez vous allez dire quelque chose. La FIFA aujourd'hui est exactement ce que nous vivons au niveau des institutions financières. C'est une mafia organisée et avec possibilité, je vais chuter, c'est très important. C'est que l'organisation financière aujourd'hui, les gens ne voyaient pas qu'on peut te prendre aujourd'hui, cher ami, et tu deviens président de la République. Le macronisme n'existe pas. C'est l'institution, c'est le pouvoir financier qui a mis Macron au pouvoir. Je dis ça pour que les Camerounais comprennent. Et donc, aujourd'hui, par le football, on peut venir déstabiliser le Cameroun, comme à travers l'eau, la Cassie, on a déstabilisé le Nozo. D'accord. Alors, Laurent Dikandé, est-ce que le problème du football camerounais, qui lui doit se jouer dans les stades, est davantage lié à la posture prise par la Fédération internationale de football association? Est-ce que c'est pas un peu trop facile de dire que finalement, je suis dans ce mal, mais j'accuse plutôt mon pantalon? Voilà. Avant de répondre à votre question, je voudrais me permettre une petite observation sur l'intervention de M. Fouchivé, qui dans ses propos m'a semblé avoir mal avec les élections, parce qu'il lui dit qu'il a, en prenant l'exemple du Maroc, il veut nous faire croire qu'on peut postuler par nomination. Je dis c'est une possibilité, mais il ne faudrait pas qu'il donne l'impression que c'est la voie par laquelle on peut régler le problème du Cameroun. Mais la FIFA n'a pas, ça s'impose pas. Pourquoi la FIFA n'a pas refusé, n'a pas insisté pour que ça se passe par élection? Non, la FIFA n'impose pas, M. Fouchivé. Chaque fédération, c'est une association. Vous vous organisez en interne. Vous faites des propositions de tests sur la base d'un canevas. Mais chez nous, la FIFA dit que le gouvernement a dit. Non, vous pouvez opter soit par des nominations, soit par des élections, soit par autre chose. C'est des choix internes.
sur la base d'un canevas donné par la FIFA. Et vous envoyez, la FIFA met son OK, vous l'envoie, vous procédez maintenant à la mise en place de vos organes dirigeants. Donc il ne faudrait pas donner l'impression que, parce qu'on n'est pas très chaud pour les élections transparentes, qu'on veut opter forcément pour les nominations, comme c'est la tendance au RDPC. Mais c'est une proposition de la FIFA qui vaut peut-être mieux faire comme le Maroc, qui lui nomme davantage. Vous pensez que c'est un moment qu'on va être... C'est un problème d'élection, et c'est un problème de choix. C'est un problème de choix des dirigeants, des tests qui ne sont pas consensuels. Des tests qui ne sont pas consensuels parce qu'au départ, des gens se sont assis, ont écrit des tests qui doivent arranger effectivement de personnes. C'est ça qui est question. Mais là, maintenant, M. Fouché a dit quelque chose de pertinent, mais je dis de deux choses l'une. Soit l'État du Cameroun n'a pas une vision prospective, ne fait pas une analyse stratégique de l'environnement international pour venir reconnaître sur le plateau qu'il faut faire attention. La FIFA est peut-être dans un plan machiavélique contre le Cameroun. Mais qu'est-ce que l'État du Cameroun fait donc pour contrer, pour anticiper ou bien pour annuler cette stratégie de la FIFA? On a l'impression que l'État du Cameroun reste tant que les choses viennent nous trouver sur place. Non. Qu'est-ce que nous faisons en avance? Qu'est-ce que nous faisons comme poche? Pourquoi le gouvernement camerounais, si on veut maintenant barrer la voie en suivant votre regard à celui qui est en train d'être fabriqué comme par la FIFA? Si on a tracé le chemin à quelqu'un, je pense qu'au sein du gouvernement, il doit avoir des stratèges qui doivent savoir lire l'environnement et comprendre qu'on a tracé le chemin. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que ça nous arrange? Est-ce que c'est une menace pour nous? Autant de questions qu'elle veut se poser. Donc moi, ce qui me gêne, c'est que c'est tout un État qui est humilié. C'est de ça qu'il est question. On peut vivre sans football, on peut vivre sans l'Africa Foot. On peut commencer, on peut décider de se retirer de la FIFA pour 1 an, 2 ans, question de réorganiser les choses en interne. L'État a ce pouvoir, l'État a le pouvoir sur Abdourahmane, sur Bobo Joa, sur Abdelna, sur nous tous qui vivons sur le territoire camerounais. Il suffit que le ministre des Sports, ou bien le secrétaire général de la présidence, ou bien que le président mandate une autorité qui convoque tous ces gens-là. Et là, ils enjoignent de se conformer, ils vont le faire. Sinon, ils vont aller vivre le FECA Foot ailleurs. C'est pour ça que moi, c'est un peu ça ma peine. Parce qu'on laisse faire, et on va venir dire que la FIFA, oui, quand la FIFA vient tracer son chemin, il se fera tard. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? D'accord. Alors, il y a la FIFA, mais en dessous de la FIFA, il y a la Confédération africaine de football, la CAF. Jusqu'ici, elle est restée muette dans cette querelle qui se fait. Permettez-moi d'expliquer. Alors, si on prend le cas de la Fédération française de football, qui a connu une période difficile après l'Afrique du Sud, on n'a pas vu la FIFA venir sanctionner ou venir intervenir dans les affaires de la Fédération française de football sans passer par l'UEFA. Est-ce à dire que finalement, la CAF ne compte que pour du beurre? Ça veut dire que la CAF est complice. Regardez même à chaque fois, regardez bien, les images parlent. Vous n'allez jamais voir le président de la FIFA venir au Cameroun sans le président de la CAF. Regardez bien, vous avez vu que la CAF était protégée même par la FIFA. C'est l'UEFA malheureusement, Platini qui est coupé, mais la CAF n'était pas inquiétée. Ça veut dire que la CAF est au cœur du système de la mafia de la FIFA depuis toujours. Et concernant cette affaire, l'État du Cameroun, le gouvernement, ils vont vous dire qu'il y a les victoires. Donc ils se servent du football sur le plan politique. Ils ont besoin de cela. Maintenant, concernant la FIFA, la CAF et la FIFA marchent toujours main dans la main, comme je le disais. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que la FIFA est en train d'insulter publiquement le Cameroun. Permettez-moi de le dire ainsi. Il est en train de montrer à la face du monde qu'il peut faire du Cameroun ce qu'il veut. Et c'est ce qui est en train de se passer. On peut le dire ainsi. Et ce président de la République, en tant que dans la Constitution, premier représentant de l'État du Cameroun, de frapper du poing sur la table, dire on ne peut pas émuler le Cameroun ainsi. Voilà les tests, conformez-vous aux tests. Tous ces individus, ces différents acteurs qui tous pour la plupart coupent le gombo, parce qu'en réalité, il s'agit d'une affaire de gestion d'argent du football et non d'une affaire de développement du football. C'est ça la vérité au Cameroun. Et souvent on dit, quand on voit un Camerounais sauter du toit à leur numéro comme celui-ci, ça veut dire qu'il y a l'argent en bas. Donc quand vous voyez les gens qui sont en train de bagarrer comme ça, c'est juste pour l'affaire de gombo. Aujourd'hui donc, la CAF est silencieuse, tout simplement parce que la CAF au cœur de est
connaît tout ce qui se passe, elle connaît l'objectif qui est visé. C'est peut-être même de déstabiliser le Cameroun. Et ne soyez pas surpris qu'on vienne encore nous mettre d'autres pressions par rapport à la CAN qui doit avoir lieu l'année prochaine. Nous sommes dans un contexte international qui fait en sorte que chacun a son agenda caché, il exécute son agenda et c'est à nous de riposter. C'est pourquoi je dis c'est de la responsabilité du président de la République de convoquer même le président de la FIFA et lui dire, comme le président le faisait, il met sur une chaise et il tend le doigt et il dit monsieur, vos histoires que vous faites là, terminez dans mon pays. Le Cameroun, c'est un pays qu'il faut honorer et nous ne pouvons pas accepter ce genre de désordre. Et il dit à ces individus qui se battent là-bas au niveau de la fédération, qui respectent les tests, les lois de la République et les lois internationales du TAS, quitte à ce que nous-mêmes, le gouvernement aussi appelle à respecter ces mêmes lois internationales. Alors, il y a une loi internationale du football, mais davantage il y a une loi du football dans le pays. Et le ministre du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Assine Molekombi, l'a rappelé au cours d'une interview accordée cette semaine à la télévision et à la radio nationale. Certes, on est dans une bataille internationale, mais davantage, cette fédération exerce ses activités dans un territoire circonscrit qu'est le Cameroun. Mais au-delà de cela, peut-on continuer à vivre cette cacophonie? Comment faire pour finalement peut-être arriver à un consensus? Tout à l'heure on parlait de textes qui ne sont pas consensuels. Ces textes peuvent-ils être consensuels? Pourquoi pas? Ce sont les hommes qui les rédigent. Alors il suffit de s'asseoir autour d'une table. Je vais déplorer ici le fait que ce soit toujours les mêmes qui sont appelés à gérer cette affaire. Voilà, on aurait même pu déjà penser à une autre solution. Quand bien même on a un ministre qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans une discipline qui relève de sa compétence, ça nous ramène à nous poser des questions. C'est la photo ministre qui ne devrait pas ou qui n'arrive pas, comme vous le dites, à mettre l'ordre dans la maison de l'Africain Foot. C'est vrai qu'au Cameroun, on a toujours, en fait, on est dans un système où on cherche toujours des boucs émissaires. Non, c'est eux les responsables, c'est eux qui sont comptables de la gestion des affaires du pays. On a dit ici, les compagnons l'ont dit à souhait, l'Africain Foot n'opère pas en Guinée ou au Gabon. L'Africain Foot, c'est au Cameroun. Tout le monde, tous ces acteurs-là sont des Camerounais. Tous ces acteurs sont soumis à nos propres lois. Tous ces acteurs-là répondent et ils doivent répondre des actes qu'ils posent. Je veux dire qu'un ministre demande des comptes, il est de sa compétence de convoquer ces acteurs-là et de les mettre sur la table. S'il n'est pas capable de le faire, il a son patron qui pourrait le faire, qui est le président de la République. On va le répéter ici, on va le marteler et ça ne va rien changer. S'ils ne peuvent pas, ils peuvent bien se mettre de côté et donner la place aussi à ceux qui peuvent essayer ou ceux qui savent gérer les hommes. Voilà, donc on assiste comme ça chaque fois à une espèce de bouquémisation. On cherche toujours à qui remettre, vers qui rejeter la faute. Non. Qu'il prenne ses responsabilités, ce ministre-là, ou alors s'il ne peut pas, il a sa hiérarchie qui peut s'en charger. Voilà, donc comme on disait là tout à l'heure, franchement, tous ces problèmes, tout ça concourt à distraire les Camerounais. C'est un problème qui peut se régler. Un consensus, c'est les hommes qui le mettent, en place. Un consensus, ça ne se décrète pas. Je veux dire, on ne reste pas dans un bureau et on dit voilà ce qu'il faut faire. Et même, je vais revenir sur la sortie du chef de l'État. Même avant de dire au parti, asseyez-vous et discutez, non. En amont, il faut avoir créé un cadre possible à ces assises-là pour pouvoir trouver un consensus. Non, il ne suffit pas de sortir. C'est à l'image de sa gouvernance. C'est toujours avec des slogans. Donc on va dans la jeunesse, on peut revenir sur plein de choses. C'est toujours des slogans. Il n'a même pas besoin de venir à la télé dire que des partis doivent s'asseoir. Non, qu'ils prennent ses responsabilités, qu'ils travaillent, qu'ils fassent ce pourquoi, en guillemets, il dit que les Camerounais l'ont élu à combien, je sais pas, 99%. Oui, comme il veut. Mais de grâce qu'ils fassent ce pourquoi, il dit avoir été élu. Pourquoi c'est de Bonjoya et les autres ne démissionneraient-ils pas simplement et purement peut-être à poser les tensions et apporter plus de prospective, de perspective à ce football Cameroun? On attend de voir le football se jouer dans les stades, on le voit plutôt dans les bureaux, dans les salons feutrés et bien plus encore dans les tribunaux.
Pourquoi vous ne demandez pas que Albert Bida démissionne? Pourquoi vous demandez à ça? J'ai pris l'exemple parmi les deux. Vous prenez donc par après. Vous allez pas avec les individus? Non, vous prenez par après. Pourquoi est-ce que les deux présidents des fédérations ou de la fédération camerounaise de football ne reconnaissent pas Albert Bida et Seydou Mbodja? Avant que Albert Bida, sa mise en place est contestée, on est pour la question de la légitimité. Et je m'intéresse davantage à M. Seydou Mbodja parce qu'au moins il a eu une élection qui a été invalidée, annulée par une instance juridictionnelle. Vous savez, vous ne connaissez pas finalement tout ce que Benoît et nous tous nous disons là, vous prenez ça comme amusement. Et c'est un problème, il a dit simple, c'est un problème de gâteau. Et derrière ça maintenant, ce que vous oubliez, c'est que c'est l'exécutif d'Albert Bida qui va revenir pour les élections, pour les nouvelles élections. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas pour... Puisque Jikambie me dit qu'on ne peut pas nommer, donc il faut rester, même quand on aura toiletté les tests. L'exécutif, on connaît le collège électoral. C'est l'exécutif de 2009. Tout à fait. Et cet exécutif de 2009 est favorable à Albert Bida. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ça veut dire que, pour dire simple, et moi je ne sais pas pourquoi on tourne autour de la table, si ça doit se passer par élection, c'est l'équipe de Lia Mohamed qui reprendra le pouvoir. C'est simple. Donc, pour casser ça, je reviens donc sur ce qu'il a dit. Mais avec beaucoup de respect, cher ami. Ce n'est pas que le président Biya ne travaille pas. Quand vous dites des choses, il faut dire. Les deux partis, même pas les deux partis, le président Sembenge et le président Seydou ont été convoqués au ministère de la Jeunesse, à la primature, à la présidence de la République. Vous voulez qu'on le convoque au 5 siècles? Oui, mais ils ont été convoqués. Qu'est-ce que ça... Attendez, ça produit que malheureusement le championnat. Docteur. Attendez, s'il vous plaît. Il a dit que, avant de demander que les partis puissent s'entendre, il faut donner un cadre. Au vu de ces trois cadres que je viens de dire, donnez-moi le quatrième cadre. Là, on a fait ministère, primature, présidence de la République. Donnez-moi le quatrième cadre. Maintenant, si on vous dit à vous maintenant de donner le quatrième cadre, c'est où? Ça peut être chez Jésus. Puisqu'on a tout parcouru. Jésus, c'est resté pas. Alors, dans ces cadres, on va voir au Saint-Siège. Au moins ça existe. Au Vatican. Oui. Au moins ça. Donc, pour dire simple, que non, le cadre est donné. Le ministre de la Jeunesse de Sport a joué son rôle. Le ministre de Sport. C'est vrai, vous changez tellement le gouvernement. C'est le ministère des Sports. On a dissocié ce ministère. Vous voyez, il a oublié quand il s'est Vous êtes homme politique de 2010. Moi, je suis homme politique des années 80. Donc, j'ai été président national de la JNC. Donc, quand je dis ça, vous n'étiez pas né. Donc, je peux dire donc, pour dire simple, aujourd'hui, au niveau du ministère du Sport, il y a eu concertation. À la primature, il y a eu concertation pour recommandation. À la présidence de la République, il y a eu concertation et recommandation. Et le texte s'est appuyé pour dire remettez sur pied la Ligue de professionnels de football. Et ceci a été dit. Maintenant, par derrière, on se rend compte qu'il y a certaines informations qui sortent pour écarter complètement la Ligue. C'est un problème au centre de gâteau. Et chacun, comme nous sommes autour de la table, chacun a son couteau à main. C'est celui qui arrive. Comme je suis plus long que vous, j'arriverai plus. Et je veux couper dans une grande partie. Donc, dans ces cas, et je reviens, M. Digam, sur ce que j'ai dit. Non, la FIFA aujourd'hui ne peut pas, ce que la FIFA fait au Cameroun, ça ne se fait ailleurs. Il faut qu'on se réveille. Je suis d'accord avec vous que qui doit se réveiller, bien sûr, c'est le gouvernement. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut dire, je ne sais pas si ce que je dis, les autres sont en train de comprendre comme nous autour de la table. C'est comme si on a complètement bandé les yeux. Et la FIFA est en train de faire comme si le Cameroun, la FIFA va jusqu'à dire que le gouvernement, savez-vous que les Bida ont porté plainte aux taxes contre le gouvernement
pour le fait que le gouvernement est intervenu, le haut ministre de la République a intervenu dans le cadre de leur étude de réunion. La plainte est en taxe. Donc, c'est ça que la FIFA veut. Et la plainte introduite par la FECAFOOT, elle, a été rejetée. Et la plainte rejetée de la FECAFOOT. Donc, écoutez, c'est-à-dire que quand vous voyez donc cet amalgame de choses qui se passent, tantôt vous voyez qu'ils ont le pied de pivot à droite, et lorsque la droite est fatiguée, ils prennent le pied de pivot à gauche, etc. La lettre du 19 février est tout simplement claire. Maintenant, c'est le Bobo Dioya qui est maintenant vénéré. Là, au moment où nous parlons. Tout simplement parce que le texte a dit que le 26, si Bobo Dioya le 26 ne dit pas de quel pouvoir aujourd'hui il s'appuie, ça veut dire que les Abel Bida ont raison. Et la FIFA poursuit rapidement le 19 en disant nous ne reconnaissons pas. Alors justement, Bobo a tenu une session avec le président de club à Yaoundé pour davantage plaider pour la reprise des championnats Ligue 1 et Ligue 2. Les dates ont d'ailleurs été communiquées, 27 et 28 février 2021 prochain. On n'est toujours pas fixé sur les contenus, sur le calendrier, sur la faisabilité, sur le stade. Mais on a déjà au moins annoncé une date. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir pour les véritables acteurs du football que sont les joueurs, puisque le football est un stade? Il faut craindre pour l'avenir de ces jeunes-là qui, malheureusement, depuis un certain temps, sont privés de l'activité. Tel que les choses évoluent, on n'a pas la certitude que la sérénité pourrait être retrouvée avant la date indiquée par l'équipe de Bobo Dioya. Tout simplement parce que nous avons deux tendances qui, chacune, utilise le couloir qu'elle maîtrise le mieux, soit la FIFA, soit le TAS. Maintenant, la question fondamentale qu'on devrait se poser, c'est de savoir si finalement les organes juridictionnels n'ont plus de valeur. Parce que quelle image que nous renvoyons avec ce genre de comportement, est-ce que la FIFA serait devenue, comment est-ce qu'on peut appeler ça, une organisation supra-État, une organisation au-dessus des normes, une organisation qui ne respecte même pas les institutions d'une juridiction, parce que la TAS même peut sanctionner la FIFA. Et tous les membres de la fédération ont reconnu ce pouvoir TAS. Mais on ne peut pas reconnaître un pouvoir à un organe juridictionnel, et quand il rend ses décisions, vous les violez systématiquement. Donc on a l'impression là qu'on est dans un imbroglio, qu'on est dans une mafia qui ne dit pas son nom. Est-ce que, pour répondre de manière directe à votre question, est-ce qu'il y aura un repris du championnat? Il pourra avoir un repris du championnat si et seulement si le gouvernement du Cameroun aussi joue franc jeu. Parce qu'à la vérité, on se demande finalement quelle est la position du gouvernement dans cette affaire. Est-ce que le gouvernement est pour la légalité? Si le gouvernement est pour la légalité, elle ne doit pas suivre les institutions de la FIFA. Il va plutôt suivre les institutions du TAS. Ça, c'est une logique simple, de base. Maintenant, quand un ministre reconnaît plutôt à M. Bobo Dioya, ou Seydou Dioya, qui n'a pas le cultus d'un organe juridictionnel, le pouvoir d'organiser le football, on se demande bien si le gouvernement ne joue pas finalement contre lui-même. Alors, est-ce que le gouvernement joue contre lui-même, puisque de toute façon, la date ou les dates du redémarrage du championnat est annoncée? C'était d'ailleurs l'appel de Paul Biya. Le redémarrage du championnat Ligue 1 et Ligue 2, 27-28 février, c'est à peu près, on va dire 10 jours, un peu moins. Il faut jouer dans ce stade-là. On a annoncé la reprise du championnat au moins 3 fois déjà. Le président de la FECAFOOT, je ne sais pas qui a le pouvoir de décider de faire démettre le président de la Ligue. Il y a la FECAFOOT et il y a la Ligue qui organise le championnat. 3 fois, nous avons échoué. Je ne sais pas si la semaine prochaine, le championnat va reprendre. Ensuite, dans cette affaire, ce qui me fait rire, c'est que regardez bien les acteurs. Seydou Bobo Dioya, Abel Bida, le ministre des Sports, tous sont les camarades de M. Fouchivé. C'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui se passe. Tous ceux qui ont des couteaux prêts à découper les acteurs. Ça veut dire que... Non, attendez. C'est qui n'est pas du DPC. S'il le dit, c'est qu'il n'est pas du DPC. Mais il est pour jouer DPC. Mais quand Valérie Djoko dit que M. Dikam n'est pas du MRC, M. Docteur Monsieur Abel Bida,
sénateur de la République, militant RDPC, dépose une plainte contre le gouvernement du Cameroun, RDPC, qui en fait ce qu'il fait tous les jours, mais que M. Bida ne dénonce jamais comme nous. Mais le jour où M. Bida est touché dans ses droits, il se rend compte que ce gouvernement, il est mauvais. C'est pour ça que quand nous devons défendre une bonne cause, il faut que nous le fassions de manière sincère. Il ne faut pas attendre le jour où nous sommes touchés pour pouvoir crier au scandale. M. Albert Bida, depuis, on dit que c'est l'exécutif de 2009 de John Bekele qui devait revenir à la tête de l'Africa Foot. On l'a dit et redit. Les tribunaux l'ont dit. Je ne sais pas pourquoi des gens, des individus, des hommes sérieux de cet âge ne peuvent pas se respecter eux-mêmes. Est-ce que vous savez qu'à un moment, à l'Africa Foot, les gens sortaient à la main l'arrière de leur propre voiture parce que il y avait la foule qui les attendait devant l'Africa Foot. Si on les voyait, on ne savait pas comment ça devait finir. Et c'est pour dire à ces acteurs qu'ils sont à un âge où ils ne doivent plus offrir ce genre de spectacle à nous autres qui venons après eux. Parce que c'est une mauvaise image qu'ils nous donnent. C'est une très mauvaise image. Et quand on dit que le gouvernement a appelé au dialogue ces différents acteurs, donc pour le football, on peut appeler les gens au dialogue, mais pour la politique, on ne peut pas inviter les gens au dialogue. Vous voyez donc que nous sommes là dans une 2 poids 2 mesures qui montrent que le football est au-dessus même des intérêts de la République, de la politique. Quand le football, même jusqu'à présent, on peut vous recevoir, mais simplement pour réclamer même qu'on vous mette un forage, on vous dit vous dérangez les gens, allez vous gérer là-bas en bas. Donc il faut que le gouvernement prenne ce problème au sérieux et qu'il dise à ses acteurs que il est temps que force revient à la loi. Est-ce qu'on a épuisé toutes les voies pour peut-être concilier tout le monde et permettre le redémarrage du championnat? Parce que jusqu'ici, on a 2 sons de cloche autour de ces championnats. Et si je m'en tiens à la déclaration faite par le sénateur Albert Bida, il a dit qu'il ne reculera devant rien, sauf peut-être cas extrême, une décision d'une très haute autorité. Oui. Mais pourtant, il parle aussi du démarrage du championnat. Si je peux le paraphraser, il a dit de la très haute autorité. On sait très bien à qui il s'adresse. On sait très bien vers qui il dirige, il oriente son message. Alors, et c'est ce qu'il faut relever aussi, cette manie qu'ont tous ces Camerounais, n'est-ce pas? Je vais être poli, cher docteur. Je vais dire ces Camerounais. On ne va pas donner leur âge, on ne va pas parler de leur âge ici. Mais tous sont si incompétents qu'ils arrivent toujours à se remettre à une personne. De grâce, je disais tantôt qu'ils prennent, sans vouloir être irrévérencieux, quand j'ai dit qu'ils travaillent, enfin, nous ne voyons pas les résultats. Vous nous avez dit là qu'il a convoqué, on les a convoqués au ministère jusqu'à la présidence, mais les résultats, quelle résolution sort de quoi? Rien. Ça veut dire qu'ils ont dit le chef d'État. Mais bien sûr, si la présidence, qui dit présidence, parle de l'institution, et qui incarne l'institution, c'est le chef de l'État. Donc, quel est le résultat aujourd'hui? Comme on dit, ce qui sort de là, on attendait la fumée blanche, rien. Mais je veux dire une chose, quand j'écoute mon frère Paul Eyoum, j'ai écouté le docteur Edouard Fauchilet, il faut savoir que ce sont les mêmes qui sont autour de la table avec ce gâteau. Vous verrez autour de l'Africa Foot que des chefs de section, présidents de section RDPC, si ce n'est pas un député, c'est sénateur RDPC. S'il vous plaît, lui, il fait pas. Lui, bon. Attention à vos déclarations. Grand frère. Non. Cher René, doyen, je dis grand frère, mais vous êtes mon papa. Docteur Edouard, ne nous voilons pas la face. C'est un secret de polichinelle que de dire que l'Africa Foot aujourd'hui, là, l'imbroglio total qui met tout le monde à mal, qui met l'image du pays à mal, c'est un problème politique, comme d'autres problèmes. Et ils ont essayé de le régler de manière politique. Sinon, on n'allait pas retrouver le président de la Ligue, le président de l'Africa Foot à la présidence. Donc, soyons honnêtes, ayons le courage de le dire. C'est politique, il faut une solution politique. Donc, ça ne sert à rien de sortir et nous dire oui, asseyez-vous et discutez, alors qu'hier, ils étaient en train de discuter, il n'a pas pu concilier les deux parties. Mais à qui remet la faute? Au peuple? On va dire 71%, on lui a donné mandat. Qu'il agisse. D'accord. Il faut que le président de la République agisse. Pour sortir de cette discussion, docteur Fauchilet, avec vous, quelles propositions feriez-vous à date pour que finalement qu'on arrive
un terrain d'entente qui arrange tout le monde, un terrain qui permette également de pouvoir vivre le football dans les stades plutôt que dans les bureaux, plutôt que dans les salles d'audience. C'est le respect de la légalité. Pourquoi dire le respect de la légalité? Le taxe est prononcé. Si le taxe est l'organe par excellence de la juridiction sportive et que le taxe a pris une décision, mais qu'on respecte. C'est clair. Non, monsieur, c'est mon job de démissionner. Je n'ai pas dit ça. C'est parce que vous dites. Je n'ai pas dit. Il ne peut pas le dire. J'ai dit qu'on respecte. Moi, je demandais qu'on respecte la légalité. Mais qu'on respecte la légalité. Donc, respecter la légalité, c'est accepter la déchéance de Tout ça, vous voulez que ça vienne de moi. Quand le tribunal. Nous avons à la tête du Cameroun un homme qui est respectable, il est respectueux des données juridiques. Si tel est le cas, on n'a pas besoin d'aller chercher les experts internationaux, qu'on se dise qu'est-ce que le TAS a dit, l'application du TAS c'est quoi, et on l'applique, c'est tout. D'accord. Merci à vous, messieurs, pour cette autre contribution à cette thématique sur la crise à la Fédération camerounaise de football. Du point de vue de tout le monde, il faut respecter les décisions prises par le tribunal arbitral du sport. On prend l'autre thématique, si vous le permettez, messieurs, un tour de table pour chacun d'entre vous. J'accorderai 4 minutes simplement par sur la thématique, parce que nous parlerons de la crise anglophone. Et pour ouvrir le débat autour de la crise anglophone, nous allons voir avec Paul-Valéry Djoko. Paul, aujourd'hui, on a encore enregistré en fin de semaine dernière une série de situations plutôt catastrophiques et malheureuses. 3 chefs traditionnels ont trouvé malheureusement la mort à la suite des actes perpétrés par les rebelles sécessionnistes. Une situation qui a d'ailleurs fait sortir la population, une nouvelle marche de contestation, une nouvelle marche de revendication, d'appel à un end of anglophone crisis. Finalement, à quoi joue-t-on dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun? Alors, déjà, je vais m'incliner sur la mémoire de tous ces morts dans ces 2 régions du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut le dire ici, on a parlé de Mamadou Mota tout à l'heure. C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est retrouvé en prison. Parce qu'il marchait pour revendiquer la paix au nord-est et au sud-ouest. Tout à l'heure, nous parlions du football. Nous avons bien compris qu'on peut convoquer des acteurs à la primature ou à la présidence de la République pour régler un conflit politique, quand bien même il s'agit du sport. Mais pour la vie des Camerounais, nous assistons depuis 4-5 ans à un mépris flagrant des Camerounais. On a parlé de grand dialogue. À l'issue de ce grand dialogue, quelle est la délégation qui allait discuter avec ces soi-disant, parce qu'ils l'ont dit, c'est aller parler avec tout le monde? Combien de délégations, cher Moutoumé, avez-vous déjà vu débarquer aux États-Unis ou en Angleterre, puisque apparemment on saurait où ils sont au tapis? Personne. Ça veut dire que c'est un gouvernement autiste qui ne veut parler avec personne, qui n'écoute personne d'ailleurs. Nous avons fait des propositions allant dans ce sens, dialoguer avec toutes les parties. Sécessionniste ne veut pas dire ce ne sera pas un homme avec des cornes sur la tête, ce sont des Camerounais avant d'être sécessionnistes. Ce sont des Camerounais, s'il y en a parmi eux qui sont, je ne sais pas, qui se réclament, excusez-moi, je vais terminer. Je vais lancer sur la question. On parle de ce Camerounais, vous le rappelez si bien, mais comment comprendre que des Camerounais, sachant le temps sur d'autres Camerounais avec autant de cruauté, si on va dans la même logique, on a enregistré sur le même champ des opérations dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'assassinat assez grave de la gardienne de prison, Florence Aliafa. On a vu la jeune Toumaza être tailladée à la machette sur une vidéo. D'autre part, on a vu des chefs traditionnels qui d'ailleurs aujourd'hui ont payé ou payent le plus lourd tribut de cette crise
plus d'une douzaine ont déjà été assassinés à raison de la crise anglophone, à raison de leur respect vis-à-vis des institutions de la République. Nous parlons de ces personnalités-là qui sont mises en avant, oui, mais vous avez aussi des bébés calcinés, franchement. On doit tous s'indigner, quelle que soit la façon dont un Camerounais meurt, on doit tous s'indigner, n'est-ce pas? Et nous condamnons tous ces actes atroces. Ouais, merci. Nous appelons tout le monde au dialogue. On va faire un dialogue. Mais quel dialogue? Ça, vous appelez ça dialogue? Le grand dialogue à Yaoundé, qu'est-ce qui nous a pendu là? Qu'est-ce qu'on a? Les résolutions du grand dialogue. Est-ce que la guerre s'est arrêtée dans le nord-ouest et le sud-ouest? Non. Non. C'est pour ça que je vous ai dit, ce gouvernement ne veut pas de slogans. On va vous dire grand dialogue et après. Un next step, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on implémente pour contribuer, pour apporter, pour appeler la paix, pour amener la paix dans ces régions? Qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne peut pas convoquer les hommes politiques de ce pays pour essayer de trouver, créer un cadre de dialogue, un véritable cadre de dialogue, pour essayer de trouver des solutions? Ayoub Tabé qui est en prison, de grâce. On me dira, oui, c'est un terroriste, il est là pour terroriste. Et puis quoi? Et si, excusez-moi, je vais finir, si la libération d'Ayoub Tabé pouvait ramener la paix et sauver des vies au Cameroun, de grâce, je dis si, cher docteur. Docteur, s'il vous plaît, pourquoi? C'est un Camerounais, cher docteur. Ça, c'est ce qu'il dit. Il est Camerounais. Vous l'avez pas. Il n'y a pas un État ambazonien, sauf si vous me contredirez, il n'y a pas un État ambazonien. Ils sont tous Camerounais. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à la dernière question posée. Oui, comment, quand vous me demandez comment faire pour arrêter ça, et pourquoi ces gens, n'est-ce pas, ont pris des armes. Il faut dire que c'est parti des revendications pacifiques au départ. Mais je vais vous répondre. Allez dans le sud, allez à l'extrême nord. Quand vous verrez des enfants aller à l'école, prendre des cours sur des briques de terre, vous comprendrez pourquoi les anglophones se revendiquent, pourquoi les anglophones veulent un mieux-être, pourquoi les anglophones veulent aussi participer à la vie du pays et parfois même au partage du gâteau. Parce que s'il n'y avait pas cette minorité qui confisquait toutes les richesses du Cameroun. Et quand je vous parle, je sais, nous tous nous le voyons. Nous tous nous savons qui c'est qui gère le Cameroun, qui c'est et comment ils arrivent à maintenir le Cameroun ou les Camerounais dans une paupérisation de manière à pouvoir les distraire avec les histoires de football ou encore je ne sais pas. Alors est-ce que finalement tous ces discours ne sont pas en faveur ou dans la perspective de construire malheureusement ces scènes dramatiques qu'on vit dans les régions du nord-ouest, du sud du Cameroun? Aujourd'hui, on a encore les chefs traditionnels qui sont tombés, on a des exactions répétées contre les populations sur le terrain. Sincèrement, cette situation est devenue vraiment inconsolable. Nous sommes dépités. Vous savez, nous sommes dans le regret. Nous regrettons beaucoup. Parce que nous aurions dit dès le départ prendre ce problème plus au sérieux et mettre la pression sur le gouvernement. Parce que je crois que si les Camerounais s'étaient levés dès le départ pour mettre la pression sur le gouvernement aurait agi comme il fallait. Pourquoi sur le gouvernement, pas sur ceux qui ont pour les armes? Je parle de 2016, je parle de conflit armé. Je parle où il y a les revendications corporatives. Le gouvernement a répondu aux revendications corporatives avec des solutions. Vous savez ce que le ministre de la Justice garde des Sceaux avait répondu? Il avait répondu que la République n'est pas dans la rue, comme je le trouve à Yaoundé. C'est ce qu'il a répondu aux avocats. Avant d'arriver au test pour aller, je ne dis pas que la République c'est dans la rue. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand vous êtes dans un tel contexte, il y a certains discours qu'on ne tient pas. Il y a des ministres qui ont dit qu'il n'y a pas de programme au fond. Tout va bien, les avocats, je ne vais pas les citer, ils sont nombreux qui ont dit qu'il n'y a aucun problème anglophone. Plus tard, ils ont reconnu qu'il y avait un problème anglophone et nous nous sommes retrouvés dans la guerre. Si à ce moment nous avons mis la pression au gouvernement pour leur dire attention, ne banalisez pas cette histoire, prenez ça au sérieux, je crois que le gouvernement aurait agi sous la pression de manière pacifique. Aujourd'hui, les chefs traditionnels sont assassinés, c'est les actes qui nous amène à nous interroger. Ça fait en sorte que nous sommes obligés de nous poser la question, est-ce que c'est vraiment les Camerounais qui sont en train de commettre ces crimes? Parce que si ce sont des anglophones, des chefs qui vont assassiner leurs propres chefs traditionnels, c'est que là nous avons frôlé le seuil de l'intolérable. Revendiquer la sécession ne vous amène pas à devenir un criminel.
assassiner des enfants, des femmes, des hommes, votre chef du village. La sécession peut être un combat politique. Vous savez que même la Catalogne a demandé son indépendance en Espagne. Vous n'avez pas entendu que les gens ont pris les armes là-bas, commencé à décapiter les Catalans parce qu'ils voulaient l'indépendance en Espagne. Non, c'est pour dire à ces individus qui sont en train de commettre ces actes, qui sont en train de s'inscrire. Ils sont même déjà inscrits au registre des criminels. Et nous ne pouvons pas accepter que les crimes continuent à perdurer là-bas. C'est pourquoi Paul Valéry parle d'amnistie avec tous ceux qui ont commis des crimes à payer. Si c'est le prix à payer, il faut que le Cameroun accepte de payer ce prix. Parce que c'est le gouvernement qui les a mis dans cette situation. S'il faut que M. Ayub Tabe soit libéré, s'il faut amnistier tous ces gens pour que la paix revienne, je crois qu'il faut le faire tout simplement parce que c'est le prix à payer pour la paix. Mais si nous avons la preuve formelle que ces individus ne pourront jamais accepter la paix, peu importe ce qu'on va leur offrir, et bien là, je suis désolé, je vais leur dire, le Cameroun doit rester le Cameroun, un et indivisible, c'est la République, qui dépose des armes, qui reviennent à la République et qui comprennent une chose, le gouvernement actuel ne peut pas seulement aux anglophones, ne peut plus rien donner aux Camerounais. C'est pas seulement aux anglophones, au nord, au sud, au littoral, partout, il y a les mêmes problèmes, partout. Et c'est pour ça que nous avons dit au gouvernement que lorsqu'il parle de décentralisation bancale, comme il est en train de faire là actuellement, il est plutôt en train d'accentuer cette crise parce qu'il donne raison à ceux qui sont en train de lutter contre la République pour leur dire que dans la République Cameroun, il n'y aura ni décentralisation, ni fédéralisme que certains d'entre vous ont demandé. Il faut donc que le gouvernement résolve ce problème politique avant qu'il ne résolve le conflit armé. Alors, au plus fort de cette crise, si vous arrive à vous, docteur Edouard Fouchivet, Laurent Dicam, s'il vous plaît, Laurent Dicam, dans le même temps, à la suite de cet assassinat-là, de ce chef traditionnel, s'il vous plaît, on a enregistré à Ndou, dans le localité nord du Cameroun, en partie des exactions, mais davantage des actes de torture sur un supposé élément de cette séparation. Des actes de torture perpétrés par les éléments de force de défense et de sécurité, police, gendarmerie et militaire. Cela a d'ailleurs fâché le haut commandement qui a prescrit une enquête, mais qui au préalable avait demandé que ces éléments identifiés déjà soient mis en arrêt. Est-ce la bonne méthode pour davantage peut-être calmer les ardeurs, non radicaliser davantage la situation sur le terrain? Je pense que tant que cette guerre va continuer, on va assister toujours à ces scènes qui traduisent d'une part l'état moral des troupes sur le terrain et d'autre part les réactions de ceux qui ont pris les armes contre la République. Je pense que ce genre de scène, on va davantage vivre cela parce que une guerre comme celle-là, il y a toujours des dérives. Il y a toujours des éléments isolés qui sortent des rangs et commettent des choses aussi inacceptables. Quel peut être l'état d'esprit d'un militaire, d'un haut cadre de l'armée, quand même quelqu'un qui a reçu cette information, face à un élément comme celui qui est interpellé, au lieu de le conduire là où il faut pour son exploitation, il est plutôt torturé sur place. Quel peut être l'état d'esprit celui-là? Il y a la psychologie de guerre qui est enseignée dans les écoles de guerre, qui enseigne que sur le terrain des opérations, le fait de vivre certaines atrocités peut amener des éléments à perdre leur sang-froid. Et si le haut commandement n'est pas suffisamment présent pour encadrer, pour veiller sur la discipline, on peut effectivement assister à ce genre de dérive. Donc il est important de continuer à veiller sur la discipline. Mais comme j'essaie de l'expliquer, une fois que la guerre dure, il y a de lassitude. Ça s'est vu ailleurs. Il y a des gens qui s'impatientent, qui vont rentrer, retrouver leur famille et du coup peuvent développer des actes contraires à leur éthique interne. Parce que je ne comprends pas quelle peut être la motivation des hommes à torturer, à filmer des scènes pareilles et à les balancer. Est-ce que ces éléments ne sont pas en train de faire une mauvaise publicité pour leur corps? Ils ont
quel message, comment est-ce qu'on doit interpréter ce genre d'attitude? Qu'est-ce qu'il envoie? Déjà qu'ils disent à découvrir, ça veut dire qu'ils engagent aussi leur propre responsabilité, c'est-à-dire qu'ils assument d'une manière ou d'une autre leur acte. Sauf s'ils ont fait de manière, si celui qui a fait la vidéo l'a fait à leur insu, donc si les gens arrivent à filmer des actes contraires à la loi, à les balancer sur les réseaux sociaux, il faut se demander si leur état moral est encore en place. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment qu'on avance véritablement vers une sortie de crise. Parce qu'on a l'impression que ce qui se fait actuellement sur le terrain ne renseigne pas de la capacité ou bien des intentions réelles du gouvernement de résoudre définitivement cette crise. Vous avez les leaders de ces revendications, ils ont dû être condamnés pour le fait qu'ils ont été reconnus, terrorisme, hostilité à la patrie, autres. Mais ailleurs, on a assisté presque aux mêmes condamnations de certains leaders politiques, mais à un moment donné, on a utilisé la médiation, on a utilisé le dialogue, on a utilisé la discussion. Mandela a fait 27 ans en prison et il avait tenu des actes pareils. Tu as dit 27 ans. C'est juste là, t'as encore 5 ans. Ça veut dire qu'on a vu aussi 27 ans de guerre. On a vu aussi 27 ans de guerre. Donc pour dire quoi? Pour dire que peut-être que ça se fait sans qu'on le sache, mais on est obligé à un moment donné d'ouvrir ce couloir-là, ce couloir politique qui permet de rapprocher. Parce que ça vous arrange. S'il vous plaît. Monsieur, je vous pensez que vous êtes plus en sécurité que moi par rapport à cette guerre-là? Mais si ça généralise, personne sera là. Il n'avait pas l'impression que ceux qui tirent intérêt de cette guerre. C'est vous. Vous ne tirez que le terrain. Vous n'avez pas parti aux élections à cause de ça. Donc, vous conditionnez la paix, vous conditionnez le retour de la paix à vos participations. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il faut impérativement qu'on évolue vers cela. Mais malheureusement, vous savez, avec le gouvernement actuel, ils sont arrivés à saturation. Non. Il n'y a plus grand chose à attendre du gouvernement Biya. J'ai l'impression que c'est une patate chaude que M. Biya veut léguer à son successeur avant de partir. Alors, devrait-on attendre davantage aujourd'hui de ce gouvernement face à ces nombreuses atrocités, ces dérives sur le terrain? La guerre peut-être n'a que trop duré, on a envie de se dire ou alors de s'exprimer ainsi. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour éradiquer finalement et retrouver la paix dans la région du nord-ouest, du sud-ouest? Dans ces régions, on a ces jeunes davantage qui ont été intégrés dans les centres de DDR, qui sont également en train de crier au ras-le-bol de leurs mauvaises conditions de traitement dans ces centres de DDR. Finalement, la guerre, elle va rester perdurée jusqu'à quand? La guerre va rester perdurée jusqu'à ce que ceux qui veulent prendre le pouvoir dans le côté informel puissent arriver. Parce que tant qu'ils ne seront pas au pouvoir, ils vont continuer à visser dans l'informel pour que ça arrive. Vous parlez aujourd'hui que... Non mais c'est grave ce que vous dites, docteur Fauchivé. Non, c'est des accusations à peine voilées. Mais je suis l'auteur de ce que je dis. C'est parce que vous êtes naïf. Vous êtes tellement naïf que le problème du Nozo, et il me dit, voyez-vous, c'est parti d'une revendication corporatiste. Quand vous avez mais qu'est-ce que c'était voici le côté visible. Et je tiens à vous rappeler que ce que vous n'êtes pas en train de comprendre, c'est la mastodonte de Bakassi qui est derrière. Autant nous venons de faire l'analyse de la recherche informelle du pouvoir à travers le sport, que nous le disons à haute voix encore à vos auditeurs. L'histoire du Nozo, c'est la recherche du pouvoir par le contrôle de la zone de Bakassi, qui est le centre aujourd'hui de tout ce qu'il y a comme l'équilibre de la politique militaire. Et qui est derrière, ce sont les Américains. Il vous souvient que le gouverneur de Cross-Riga a dit que je serai candidat à la présidentielle au Nigeria dès que si je suis élu, la première des choses à faire, c'est de ramener Bakassi au Nigeria. C'est parce que derrière lui, il a des forces tapées alors. Je ne veux pas dire que la revendication observée par nous, c'est-à-dire des corporatistes, n'était pas une vérité. Mais vous savez, il faut toujours briller derrière des forces exogènes pour pouvoir pousser. C'est tellement poussé aujourd'hui que, quel que soit ce que le gouvernement va faire, et j'ai dit tout à l'heure naïf parce que ils ne comprennent pas que ça vient de l'extérieur. Dites-moi un peu.
Vous avez vu ce qui se passe en Éthiopie. De ce qui se passe en Éthiopie, avec le nombre de morts visibles proclamés chaque jour dans les télévisions, avec des arrêts de condamnation. Le Cameroun a tenté de faire un peu. Nous sommes partis jusqu'aux Nations Unies. Vous avez suivi les Nations Unies parler, faire ce qu'ils ont fait seulement du problème camerounais. Non, c'est parce que ça les arrange. La Corne d'Afrique les arrange, ceux qui sont derrière. Ils vont presque arriver. Mais ce qui se passe entre l'Éthiopie et l'Éthiopie, c'est exactement ce qui se passe entre le Cameroun aujourd'hui et la problématique Mozo. Mais le problème, c'est que nous, les Camerounais, nous avons vu les jeunes Camerounais prendre les armes. Mais dites-nous un peu, les armes, aujourd'hui, quand vous voyez les sons des histoires qu'on nous montre, les armes de la Deuxième Guerre mondiale qu'on fabriquait, vous savez que ces gars ont de la logistique militaire. Cette logistique militaire arrive comment? Non, je vais dire aujourd'hui que, quel que soit ce que le Cameroun aujourd'hui va faire, les forces qui sont tapies à l'ombre vont toujours nous montrer qu'on n'arrivera pas. Nous, le gouvernement a fait ce qu'il y avait à faire. Personne, même au niveau des Nations Unies, personne n'est sorti pour faire comprendre. Vous avez pris tout à l'heure le cas des exécutions montrées à Mondo-Visuel qui n'étaient pas conformes. Mais regardez l'autre jour, ce bébé qui a été brûlé, on a dit déjà que c'est l'armée. Dès que c'est fait, c'est l'armée. Ceux qui arrivent à faire ce genre de choses, c'est pour qu'on arrive directement à dire que l'armée est en train aujourd'hui de détruire. Et pour vous donner une autre image simple, à peine Benchou est parti de la CPI, son remplaçant est arrivé, on a crié en disant que c'est qui. Vous devez dire que vous n'avez pas suivi. Dites-vous que ça soit dites-vous que ça soit mais vous avez suivi. Dites-nous que c'était l'avocat. Dites-nous de qui. Voilà. N'ayons pas peur de dire. Mais ça ne remet pas son intégrité. C'est pour ça que j'ai dit, vous voyez, quand ça ne vous arrange pas, vous pouvez parler. Mais je vous donne aujourd'hui certains indices. Vous êtes des jeunes. Le Cameroun, demain vous allez aspirer à gouverner ce pays. Méfiez-vous de force. L'homme politique aujourd'hui doit calculer plutôt la résistance de forces complètement tapées à l'homme. Et ces forces aujourd'hui, vous ne les voyez pas. Mais vous, et je parle maintenant de votre parti politique, vous faites partie de ceux qu'on vous poussait comme pion. Là, vous êtes naïf. Parce que vous n'êtes pas encore là-bas au commandement. Et je tiens à vous rappeler. S'il vous plaît. Je veux bien le croire. Mais par contre, si les aspirations de ces avocats, de ces enseignants, avaient seulement, si elles avaient été seulement... Vous me faites perdre le fil. J'ai parlé de Bakassi. Et quand je parle de Bakassi, je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas exactement ce que je veux dire. Le signataire du côté camerounais de la récupération de Bakassi s'appelle un certain Kamto. Maurice Kamto. Signataire. C'est lui. Oui, ministre délégué à cette époque. Oui. Et donc aujourd'hui... Et il a fait pour le Cameroun, il faut le relever aussi. C'est signataire pour le Cameroun, je parle français. Et ça, vous ne pouvez pas penser le français. J'ai dit signataire pour le Cameroun. Donc, et l'histoire qu'on vit aujourd'hui dans le monde, quand j'ai introduit cette partie, j'ai dit, soyez moins naïfs parce que c'est la problématique Bakassi. D'accord. Or, c'est ce que votre détour aux États-Unis avec tout ce qu'on vous a proposé là-bas pour venir dans le Cameroun, ce gâteau était entre les mains. Ça ne se fera pas. Les Camerounais, nous n'allons pas faire de guerre entre nous, mais nous sommes vigilants parce que ces forces nous connaissons ce que ces forces recherchent et donc vous avez dit nous sommes en guerre. J'y ai précisé tout à l'heure, le but aujourd'hui,
c'est une démocratie de participation. D'accord. Une démocratie d'échange. Merci beaucoup. Parce que les autres vont comprendre. Il faut aller chercher, à l'extérieur ce qu'on peut trouver. Merci beaucoup à vous également d'avoir contribué. Il y a pas mal de SMS qui continuent à arriver cet après-midi dans le cadre de cette émission de Tous Azimuts, la télévision du monde, c'est samedi après-midi. Nous parlerons de la dernière thématique avant de se séparer. Parlons davantage des mototaximens à Douala. Ils sont devenus les maîtres incontestés de la capitale économique du Cameroun, peut-être même l'ensemble du pays. Docteur Edouard Fouchivé, puisque c'est vous qui avez clôturé, nous commençons avec vous sur cette dernière thématique. Pourquoi considère-t-on le mototaximen comme étant de véritables hors-la-loi? Là-bas, c'est un domaine qui m'est familier, le transport. Je crois que c'est l'échec de la politique aujourd'hui de la mobilité urbaine et interurbaine. Il faut dire la vérité. Et que dans le cadre de la mise sur pied d'une vraie politique de décentralisation, les communautés urbaines, puisqu'il s'agit d'elles à l'époque, et les maires n'ont pas compris la place de choix que ces institutions représentent pour la mobilité. Dans les pays organisés de l'Europe, puisque c'est là où j'ai fait mes recherches, ce genre de transport de mobilité ne dégage pas une valeur ajoutée. Je prends la Régie nationale du chemin de fer. D'ailleurs, tous ceux qui ont fait la France, s'ils n'ont jamais volé le métro, c'est qu'ils sont très forts. Donc, c'était notre quand on avait la carte d'étudiant, c'était notre pain quotidien. Donc, vous voyez, donc, on ne vous attend, ce genre de société, on n'attend pas les dividendes à la fin de l'année. Le résultat aujourd'hui, c'est ce croisement de flux qui part et qui revient. Parce que le résultat, c'est que les acteurs économiques et les acteurs sociaux sont allés dans leur zone de recherche et de boulot et sont revenus. Et donc, c'est pour ça que, or, chez nous, dès que j'ai dit ça, dans le thème de mobilité urbaine et interurbaine, c'est l'argent. Donc, ne vous attendez absolument à rien. Et ensuite, les communautés urbaines n'ont pas créé des possibilités de faire en sorte, pour qu'on arrête aujourd'hui ce transport informel, parce que je ne peux pas, moi en tant qu'enseignant des questions de transport, ça me gêne. Pour les arrêter aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est de développer le mode formel du transport. Et à Douala, le mode formel du transport existe. Mais on nous a montré, surtout les Sawa, vous, que l'eau de chez vous, c'est l'eau protégée. Les manières d'attente sont dedans. Dites-moi un peu, qu'on soit, depuis que nous connaissons Douala dans les années 60, jusqu'à ce jour, traverser de Bonabéli pour venir ici, en descendant, vous, si vous êtes à Bonabéli, vous gardez votre véhicule, vous traversez sur le transport fluvial, vous sortez à la base navale, vous remontez, si vous êtes dans le port, vous travaillez déjà. Or, ceux qui sont un fait à Abidjan voient qu'on utilise le transport fluvial pour la mobilité. Tout à fait. Et on fait en sorte que c'est très important ce que je vais vous dire. Parce que là, tu sais. Non, vous avez ça dans ma question. Vous allez continuer ma question. Je vais vous avez quoi suivez. Je vais passer ma question. Je vais passer la question des mototaxis à Douala. C'est un moyen de transport. Non, tout le moyen de transport. Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas un. C'est l'échec de la politique. C'est la salut, la bravo. Suivez. Ne faites pas que ce qui est aujourd'hui négatif que vous le portez dans le cadre positif. Il faut à tout prix que cette histoire puisse s'arrêter. Parce que ça freine, je vous le dis, ça freine plutôt l'économie. Il faut revenir à des modèles. Le seul modèle de la mobilité urbaine aujourd'hui, Douala aujourd'hui est le lieu par excellence où on peut avoir un foisonnement de modes de transport fluvial et chemin de fer. Votre chemin de fer, que vous avez grandi ici à Douala, vous l'utilisez à 16%. C'est vrai pour transporter le bois qui part. Est-ce que savez-vous que dans la logique, tous ceux qui restent à aider ne doivent même pas entrer à Douala?
Ça veut dire que le matin, ils partent de Déa pour venir à Douala et dans la soirée, ils partent de Douala pour venir pour rentrer à Déa. La même chose avec les rails que Kawai a enlevé pour aller en Bajan. Donc ça veut dire qu'on refuse même de consommer de ce chemin de fer parce que son objectif c'est de transporter seulement le bois. Et puis chuter, donc je dis, ne cherchez pas à développer, laissez le moto-taximan, l'échec de cette politique gouvernementale, il ne faut même pas en parler parce qu'il faut revenir dessus. Devait-on en parler ou pas de cette question des motos? Ils sont des acteurs, ils contribuent d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas vrai, c'est le plan Dr Foshivé. La mobilité dans la ville de là, dans d'autres villes du territoire national. Au risque de vous surprendre, je vais partager l'analyse de Dr Foshivé en ce qui concerne les transports humains. Il faut le dire, les mototaxis au Cameroun sont une source d'insécurité, et même de sécurité nationale, il faut le dire. On ne dénombre plus le nombre d'accidents quotidiens qu'on a quand on emprunte ce type de transport. Non, il faut apporter des solutions palliatives. Oui, je suis d'avis qu'il faille retirer, n'est-ce pas, ce mode de transport. Mais c'est risqué de ce que la sécurité. Et ça, laissez-moi finir. Au quotidien, laissez-moi finir. On va dire, j'ai bien sûr partagé des points de l'analyse de Dr Foshivé, mais il faut reconnaître une chose, cet échec-là, il n'est pas le nôtre, c'est l'échec de ce régime. C'est l'échec. S'il vous plaît, c'est moi qui réponds. C'est moi qui réponds. Je réponds à la question. Voilà, merci. Donc, c'est l'échec de ce régime qui ne peut plus rien apporter. Les solutions palliatives, comme il a dit, on peut penser à jusqu'au tramway, par exemple, dans la ville de Douala. Un jeune, parce que vous parlez de la problématique de travail, d'emploi. Un jeune qui sait qu'il peut se former, peut être cheminot, je ne vois pas ce qu'il va faire dans le Benzikin. Non, il n'y a aucun avenir. Les perspectives de carrière dans le Benzikin, elles sont où? Après ça, qu'est-ce qu'il fait s'il ne se retrouve pas à la cantine au pavillon Benzikin? Voilà. Benzikin. Donc ça, il faut le dire, je vais revenir à ce qu'il disait, c'est un échec total. Donc la politique d'urbanisation aurait dû penser des solutions de transport modernes, comme on voit dans toutes les grandes capitales. Donc aujourd'hui, penser qu'il faille, vous avez dit quoi? Moderniser. Non, il faut supprimer cette activité. Alors, il faut supprimer cette activité, pourtant il y a un décret du premier chef du gouvernement qui organise cette activité. C'est un décret 2008 du temps de M. Phil Mounian, commandant de la conduite du service public. Cette mesure doit se poursuivre. D'ailleurs, à Douala, le préfet du département du Rwanda a initié une opération, une vaste campagne de sensibilisation, répression contre les conducteurs d'engins à deux roues à titre onéreux qui n'ont pas jusqu'ici le permis de conduire. Alors on parle de supprimer, en même temps, il faut organiser. Finalement, il faut faire quoi? Monsieur Ntoumé, avant de répondre à votre question, quand vous allez fouiller au Bureau international du travail ou à l'Organisation internationale du travail, Benskino, chauffeur de moto-taxi n'est pas une profession. Ça n'existe pas. Il faut le dire aux gens, c'est pas une profession. Ça veut donc dire que là, le Premier ministre est en train de légaliser quelque chose qui n'est même pas reconnu. Deuxième chose maintenant, c'est que le problème de Benskin aujourd'hui, pas de moto-taximens aujourd'hui, n'est plus seulement un problème sur le plan du transport. C'est devenu un véritable problème social. Il a parlé d'accidents, même les braquages, il y a beaucoup parmi qui agressent ces gens au quartier, qui sont les Benskinois. Vous avez dernièrement, cette semaine, je crois, il y a 2-3 jours, il y a un policier qui a été assassiné par un de ses chauffeurs de moto-taxi, simplement parce qu'il lui demandait s'il avait tous ses papiers, 4 000 francs par trimestre. Il ne paye pas, il assassine un policier qu'il veut ramener à l'ordre. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est plus seulement un problème de transport, c'est aussi un véritable problème social. Si aujourd'hui on a plus d'1 million de conducteurs de moto-taxi au Cameroun, s'il faut supprimer le moto-taxi, il faut penser où on va recaser ces 1 million de personnes. C'est pour ça que nous devons mettre l'accent, la réflexion dessus, en même temps que nous mettons la réflexion sur les moyens de transport. Et je félicite d'ailleurs le docteur Edouard Foshivé pour son brillant exposé sur le transport. Moi, je me rappelle, pendant la campagne l'année dernière, j'avais parlé de ce problème de transport fluvial.
qu'on pouvait profiter. Vous prenez un quartier comme Aquanon, la zone de Bonamoi, on crée tout ce qui vient de Bonamoi, ça dit market, c'est pour ça qu'on appelle ça terminus. On crée des moyens de transport fluviaux qui font en sorte qu'en 10 minutes, ils soient en Bonanjo. Ça désengorge tout l'axe qu'il faut parcourir etc. jusqu'à Bonanjo. En 10 minutes, ils sont à Bonanjo. Il suffit juste d'avoir la volonté et de mettre ces politiques de transport fluvial en place. Malheureusement, ceux qui ont les moyens et le pouvoir de décider ne pensent pas ainsi. Vous avez au niveau du transport dans la ville, il a pas eu tort. Pourquoi le Benskin freine l'économie? Simplement parce que le Benskin empêche la circulation. Quand un camion qui doit par exemple livrer une marchandise en 2 heures se retrouve à faire 5 heures sur la route parce que le Benskiner ou la gauche ou la droite, il va dans tous les sens, il ne respecte rien du code de la route, alors que ce camion par jour qui a la capacité de pouvoir faire 30 livraisons se retrouve à faire 10 livraisons. Vous avez 20 livraisons de perte comme ça par camion, simplement parce que le moto-taximan qui est sur la route n'a pas eu la formation. Le moto-taximan achète du carburant. Je ne suis pas encore arrivé là. Même tous les autres dans la ils sont, je ne dis pas qu'ils ne sont pas acteurs. Quand on a dit qu'il y a eu la baisse du prix du carburant, quand le président on a dit qu'il y a la baisse du prix du carburant, ça ne profite pas aux Benskiner, ça profite aux grosses compagnies comme les compagnies de transport aérien, parce que ce sont eux qui achètent les grosses cargaisons, tout à fait. Donc quand vous dites, je ne refuse pas, ils participent à l'économie, mais si on les recasse ailleurs, ils participeront toujours à l'économie, mais au moins permettront à l'économie de se porter mieux, et sur le plan social, nous aurons moins de problèmes avec Benskiner. Il faut que le gouvernement appelle les vrais acteurs, ceux qui ont les idées, comme le docteur Fauchivé. Nous, on sait que il n'est pas du RDP, il n'est pas il n'est pas responsable des actes du gouvernement, mais en tant que militant, il défend la politique de son parti. Donc on appelle tous ces acteurs à la table, chacun vient avec ses idées pour voir comment résoudre ce problème. Finalement, le problème de Benskiner, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, il se fait tard. Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut encore rattraper la situation? Ou alors doit-on véritablement organiser, ou alors il faut supprimer complètement l'activité? Il faut se déployer autrement, c'est-à-dire intégrer le fait que c'est une réalité qui existe déjà, l'activité des mototaximens. Ils sont, si je m'abuse, près d'1 million à Douala. Donc on ne peut plus décider comme si cette activité n'existait pas. On aurait dû penser plutôt qu'on se devait comporter autrement, mais l'activité existe déjà, c'est-à-dire les gars sont sur le terrain. Si vous décidez un bon matin de dire plus de Benskiner à Douala, qu'est-ce que vous faites de ces 1 million de personnes? Qu'est-ce que vous faites des gens qui veulent des nouveaux quartiers où c'est le seul moyen de transport pour allier leur point de travail? Donc il faut que le gouvernement se comporte autrement. Le problème chez nous, c'est que on est dans une logique de gouvernance de la débrouillardise, c'est-à-dire on a laissé faire. Aujourd'hui, je pense même que le gouvernement est pratiquement dépassé par cette affaire. Parce que même si vous n'allez pas avoir du jour au lendemain les solutions que le Dr Fauchivé propose, qui sont des solutions excellentes, mais dans l'environnement actuel, s'il faut créer cela, il faut non seulement revoir l'urbanisation de la ville, il faut revoir un certain nombre de choses. Est-ce que nous avons suffisamment de moyens, de vision et de capacité pour le faire? C'est autant de choses. Nous pensons qu'il est peut-être venu le moment pour la décentralisation, c'est-à-dire au niveau des communes, des mairies, la région là, de poser ces actes-là. Est-ce que par exemple la mairie de Douala 5e ne peut pas... Est-ce que par exemple pour avoir des bateaux qui peuvent rallier à Kwano et autres, est-ce qu'on a besoin que ça vienne de Yaoundé? Parce que ça moi je voulais savoir si on doit pouvoir continuer à compter avec ces... Le problème c'est que malgré les accidents qu'on décrit, malgré la difficulté qu'on a à véritablement trouver les solutions pour réglementer le secteur. On ne peut pas se comporter comme si les mototaximens n'existent pas. Ils sont une réalité, ils sont un fait. Donc c'est de manière progressive qu'on va évoluer autant pour moi. Ça fait plus de 12 ans aujourd'hui qu'on est dans le Rangen 2008-2021. Sauf que on a du mal à comprendre que rien n'est véritablement été... On ne peut pas dire une chose et vouloir son contraire. Le gouvernement a ceci de particulier qu'ils ont leur rythme de fonctionnement, c'est-à-dire ils prennent tout son temps, ils prennent tout le temps, ils font comme bon le semble. Donc je suis un peu gêné quand on me demande qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Moi je dis, j'essaie de me mettre dans la position de quelqu'un qui veut que les choses se fassent sans moins de casse. C'est-à-dire, il faudrait tenir compte de ce qu'on a au moins des millions de personnes qui vivent cette activité-là. Vous n'allez pas décider de leur vie comme ça par simple décret. Il faut intégrer.
quand les gens construisent sur les drains et qu'on vient les casser, il pleut pour 2 jours. Quand ils construisaient sur les drains, ils savaient parfaitement le danger qu'ils faisaient. C'est pas la même chose. Je dis ça parce que quand on est venu avec les gens à Madaba, les gens criaient pour on leur avait dit depuis 10 ans que cet espace, non seulement ce que nous sommes portueux, puisqu'il y a un terminal qui va se faire là-bas, je vous l'ai dit déjà, mais les gens comprennent, prenez ceux qui sont sur le drain et regardez comment Douala aujourd'hui est complètement asphyxié. Parce que tout l'eau que vous voyez ici à quoi, c'est parce que dans l'évolution et le drainage, ça bloque le droit et ça devient. Mais et quand on vient le casser, ça devient un problème social. Mais c'est un gouvernement qui a ta décision. Monsieur Dika est sensible. Monsieur Dika voulait faire aujourd'hui, n'est-ce pas, pour mettre le gouvernement devant un tribunal. Moi, quand j'ai dit je suis du RDPC, que c'est une mauvaise politique de la mobilité. Mais qu'est-ce qu'on fait donc? J'ai proposé. Oui, mais j'ai dit ceci, j'en ai pas décidé aujourd'hui comme c'est la politique. Non, il faut commencer. Oui, bien sûr, il faut commencer. Il faut stopper. C'est pas possible. Non, c'est pas comme ça. Moi, je dirais stopper, au lieu de stopper, il faut rentrer dans le cadre formel de la mobilité. Ça veut dire, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'au lieu, regardez, j'ai proposé sur les îles de la position. Bien sûr, il faut trouver des solutions palliatives. Regardez par exemple, regardez la société qui s'occupe aujourd'hui de la mobilité, Socatune. Ou bien c'est Socatune ou Socatune. Regardez la qualité seulement, de ce que je peux. Quelqu'un m'a dit je préfère prendre la moto que d'être dans le bus. Venez opération, faire en sorte que ceux qui ont la charge de ce mouvement puissent maintenant apporter du bon confort. Le transport, c'est la qualité. C'est la qualité. C'est toi qui habites Mbanga Bakoko, Sokatu va arriver. Mais ça, c'est... À l'étranger, les gens marchent beaucoup. Parce que chez nous, au Cameroun, les gars veulent que la voiture va les laisser devant sa porte. Nous commençons déjà par reprenons la cartographie de la ville. Exact. Mais c'est parce que tout ce que nous avons fait à Douala, c'est de l'informel. Bien sûr. Nous reprenons donc la cartographie donc de la ville. Regardons donc là où les populations sont logées. Et maintenant, ce qu'on appelle maintenant, en attendant, comme Motoméali qui l'a dit, on ne va pas les supprimer. Quand on voit la cartographie de la ville, on va faire des solutions palliatives. On va faire la technique de prix et acheminement. On va dire par exemple à ceux qui sont à Badra, Bakoko, vous prenez les gens là-bas, vous les laissez au goudron, et à partir du goudron, il y a un taxi, bus. Commence par là. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Enfin, finalement, vous arrivez à vous concerter et à trouver le bon consensus. Et heureusement que nous parlions des motos qui sont... C'est pour ça qu'il faut toujours revenir vers le RDPC. Ce sont les électeurs du candidat Biya. Voilà, il sait très bien pourquoi il entretient ce désordre. Merci beaucoup à vous tous, mais ça va prendre quelques SMS parce qu'ils sont très nombreux, ce camarade nous envoie le SMS ce soir, docteur Pouchivé. Bonsoir à tout le plateau. Cette situation de la Pécapout arrange le gouvernement. C'est Blaise qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir le panel, juste pour dire que la FECA... je ne vais pas dire ça comme lui l'a dit, parce qu'il est un peu insultant sur les bords. La FECAFOOT ressemble à l'État du Cameroun, c'est-à-dire se battre pour obtenir un poste qui est logique, c'est piller les fonds. C'est la même chose qui se passe dans tous les ministères avec tous ces ministres. Il a qualifié les ministres, je ne vais pas le qualifier non plus. Alors bonsoir à vous sur le plateau. Juste une petite contribution au débat en cours. Soyons responsables et arrêtons d'accuser la FIFA d'être la cause de nos différents problèmes au Cameroun. Elle ne s'est pas invitée d'autorité dans nos affaires. C'est bien les Camerounais qui vont vers elle atteler les divergences, les invitant de fait
à nous imposer des positions comme si nous étions devenus des gamins incapables de trouver nous-mêmes un terrain d'entente, nos propres solutions pour l'honneur du pays. Bien cordialement, c'est une contribution qui nous a été envoyée. Bonsoir à vous sur le plateau, Frédéric. Bonsoir à tout le panel. Oui, laissons la FIFA en paix. Elle n'est pas la source du cafouillage qui règne à la FECAFOOT. Ce fameux président Albin Bida, certains parmi eux, ce comité sortant, d'où dans la FECAFOOT, moi je pense que ce sont les pions de M. Abdourahmane Baba qui est devenu le caillou dans la chaussure du football camerounais, lui qui fut le secrétaire général de la FECAFOOT en son temps, durant la présidence du sieur Iya Mohamed, aujourd'hui en prison. Alors on lui a proposé plusieurs postes pour résoudre ce litige entre les hommes qui se tiennent. Abdourahmane veut seulement la présidence de la Fédération camerounaise de football. Hier, c'était M. Iya qui a bâti et moderniser la gestion du football camerounais. Après M. Tambia Roko, sans compter, s'il vous plaît, les comités de normalisation et tout le reste. Et c'est Abdourahmane Baba qui bloque l'évolution du football au pays. C'est lui qui élabore les textes du temps où il fut secrétaire général. Il sait où il faut défaire la situation. Il prend l'argent là où il prend l'argent pour saisir le tribunal arbitral du sport tout le temps, quand on sait qu'une procédure vaut un peu plus de 20 millions, voire 45 millions de francs CFA au niveau de cette instance. Alors, une autre réaction, mais celle nous vient de la Côte d'Ivoire, puisque c'est l'indicatif 225. Bonsoir, M. Moutomé. Ce qui arrive au Cameroun est symptomatique de la médiocrité pathologique du RDPC et dans son chef, 38 ans après la gestion du Cameroun, M. Fauchivé, est justement à l'image des universitaires biaïstes camerounais, appelés également dans la gestion du Cameroun. C'est ce que dit ce téléspectateur qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Il est naïf, puis je suis pas naïf. Je réponds pas. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, moi c'est Alexis, j'écris depuis Garoua. Je suis motomane, je peux rejoindre... vous êtes en train de contribuer à... par contre, il dit qu'il n'est pas d'accord avec vous sur la posture de supprimer purement et simplement son activité. Il pose la question comment est-ce qu'il fera pour nourrir sa famille. Il n'est pas de ceux qui braquent. Alors, bonsoir le plateau, l'idée du docteur Fauchivé concernant les motos est super génial. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir à vous également. Chers opposants, soyons sérieux. La crise du nozo, s'il vous plaît, ne commencez pas. On a entendu les SMS, docteur Fauchivé. S'il vous plaît. La crise dans le nozo, donc le nord au sud, ne commence pas en 2016. Je sais que parmi vous qui discutez sur le plateau, peu savent que les armes ont été saisies dans cette zone avant même cette date. Et permettez-moi de vous dire que cette crise ne prendra pas fin de sitôt. Le gros des chefs tués sont du sud-ouest. Pourquoi? Ces monstres que nous fabriquons dans cette zone, nous tiendrons en respect plusieurs années encore. C'est un agent de renseignement à la retraite qui nous envoie ce message. Merci également de votre contribution. Il a tenu à le préciser. La torture peut amener un individu à parler. Est-ce que vous... Comme ce qui est vu sur la vidéo, pourquoi vous ne pouvez pas dire que cet individu avait contribué également à ce que les rebelles puissent tuer les enfants dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, mais également à mettre en difficulté les éléments du bâton d'intervention rapide. Est-ce que vous regardez ce qui se passe en Libye? C'est une autre question qui nous a été posée. Alors, plusieurs autres SMS continuent d'arriver dans le cadre de cette émission de samedi après-midi, mais le temps imparti à ce programme est arrivé à son terme. Il y a des messages qui nous viennent de l'étranger, il y a des messages qui sont signés du Cameroun. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. Nous avons encore écrit ce samedi après-midi. Merci également à ces messieurs qui sont venus participer à ce débat. Paul Eyoum, merci d'être venu. Docteur Edouard Fauchivé, c'est toujours un plaisir de vous savoir au rendez-vous du débat. On sait, vous êtes assez taquin et parfois cynique comme certains cadres du RDPC. Merci également à Laurent Dubois Dicam.
Merci à Paul, Valérie Djoko. Merci également à tous ces téléspectateurs qui nous ont accompagnés ce samedi après-midi. Prenons rendez-vous samedi prochain si tu es à Dieu. Bon samedi. Au revoir. Retrouvez votre chaîne de télévision LTN disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal.